Bien, chers amis, bonsoir. Tous mes voeux au nom de cette vieille maison. Vous faites vos 48 ans bientôt. Je suis heureux d'accueillir Jérôme Sainte-Marie. J'avais remarqué dans le Figaro en mars 2017 un article de notre invité dans lequel il décrivait un bloc élitaire qui s'était rassemblé autour d'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République et futur vainqueur. Depuis, j'ai suivi ce que Jérôme Sainte-Marie écrivait dans Le Figaro ou dans diverses émissions de télévision, et j'ai vu ces analyses se confirmer. Il m'a paru intéressant, en un moment tumultueux de notre histoire, de l'inviter et de lui demander son analyse. Cher ami, vous avez la parole. Je vous remercie, cher Bertrand Vin. Tout d'abord, je tenais à vous saluer, c'est gentil d'être venu. Et je suis ravi d'avoir l'occasion de m'exprimer ici. Je vous présente d'ailleurs mes vœux pour une année qui s'annonce de toutes les manières très intéressante. Donc, ce sera déjà ce qui est à peu près garanti. Ce que je vais faire, c'est, puisque vous avez eu la gentillesse de venir, le mieux c'est quand même effectivement les échanges de questions-réponses, y compris sur mon activité de sondeur. Je vais prendre à peu près une demi-heure, une grosse demi-heure sous votre contrôle, pour exposer, si j'ose dire, ma thèse. Alors ma thèse va être présentée en 3 parties. Tout d'abord, en reprenant un petit peu l'analyse que j'avais faite effectivement durant la campagne électorale et qui était issue d'un livre que j'avais sorti en septembre 2016, qui s'appelait le Nouvel Ordre démocratique, et qui n'annonçait pas Macron, mais qui annonçait, sinon ma gloire serait faite, mais qui annonçait en fait le macronisme sans que le Macron y soit. D'ailleurs, l'intérêt de ce livre, c'est que, je pense, c'est que son intérêt rétrospectif, c'est de pouvoir... Il y a eu d'autres livres qui ont été faits, d'autres gens qui ont développé à peu près la même thèse au même moment, évidemment. Mais l'intérêt de ce livre, c'est de se dire que ce rassemblement dont on va parler autour de Macron, ce serait très probablement fait autour d'un autre champion du libéralisme et de l'européisme sans aucun problème. C'était une nécessité structurelle. Et c'est Macron qui a rempli cela. Donc justement, la première partie, ça va être de voir un petit peu comment j'approche cette chose qu'on peut appeler le macronisme et ce bloc élitaire. La seconde partie sera de voir comment ce bloc élitaire provoque, dans un schéma dialectique assez simple, son antithèse, à savoir le mouvement qui prend sa forme actuelle à travers ce qu'on peut à peine qualifier de mouvement, en tout cas le phénomène des Gilets jaunes. Et puis la troisième partie, parce que j'ai fait Hippocagne-Cagne, ça sera de regarder quelles sont les conséquences politiques. Cette fois-ci, donc, on sortira un peu du champ de la culture et de la sociologie pour aller davantage sur la vie politique, pour voir quelles sont les conséquences que l'on peut déjà tracer de ces 2 ans de macronisme et ces 2 mois de Gilets jaunes. Tout ce que je vais vous dire, moi, est issu de 3 sources, au fond. D'une part, ma formation, qui était essentiellement à Sciences Po et des études d'histoire, avec une imprégnation marxiste que vous repérerez sans aucun problème. Ensuite, vous aurez du marxisme historien, enfin, du Marx historien, plutôt du Marx, des 3 écrits fondamentaux pour comprendre la période actuelle, qui me semble être la lutte des classes en France, la guerre civile en France, et surtout les 18 Brumaire de Louis-Napoléon, qui me paraît vraiment, par moments, quand vous le relisez, c'est parfois stupéfiant. Et en tout cas, c'est très évocateur. Ça, c'est le premier aspect, la formation, disons. Ensuite, c'est beaucoup quand même mon activité de sondeur, c'est-à-dire l'analyse des données d'opinion. Et puis enfin, ça sera aussi de manière plus informelle, disons, tous les contacts que ce type de métier permet d'avoir avec différents secteurs économiques ou politiques, complétés d'ailleurs, je dois le dire, ces dernières années par tout ce qui est produit dans toute une série de clubs de réflexion. Je trouve que je suis absolument fasciné par la vivacité d'ailleurs, nous sommes croisés en différents endroits, par ce que font Critique de la raison européenne, par exemple, ce que font Le Vent se lève, ce que fait le Comptoir, tout cela. Je suis
Malheureusement, ce n'est plus du tout ma génération, mais j'aurais aimé qu'il y a 30 ans, nous ayons les moyens et l'énergie pour faire ce genre de choses, ce qui n'était pas tout à fait le cas des étudiants des années 80. Alors donc, comprendre le macronisme. Quel est, selon moi, le macronisme? Déjà, le macronisme ne doit pas, comme la plupart des phénomènes politiques de ce genre, ne doivent pas être conçus comme producteurs de lui-même. C'est-à-dire que la part d'Emmanuel Macron me paraît, au fond, très marginale. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas trop, y compris c'est un débat que j'ai parfois avec Emmanuel Todd, j'aime pas trop quand on s'en prend à la personne d'Emmanuel Macron, à tout cela. Non, c'est quelqu'un d'intelligent qui remplit une fonction qui sans lui aurait sans doute été remplie par quelqu'un d'autre. Il y a eu d'autres tentatives qui ont été faites. Au début du quinquennat Hollande, souvenons-nous de la faveur médiatique autour de Cahuzac. Alors ça, bon, on n'en parle pas trop, hein, parce que bon... mais et il y a eu après la même faveur autour de Valls, et pour la même raison autour d'Alain Juppé, par exemple. Et donc, il y a un développement, si vous voulez, il y a un besoin qui s'était créé, un vide qui s'était créé, qui a été rempli par le macronisme. Et cela renvoie à ce que j'appelle, en suivant un sociologue qui s'appelle Pierre Martin, qui a beaucoup travaillé sur les réalignements électoraux, il a pris un bouquin qui est pas mal, qui s'appelle Comprendre les évolutions électorales, on est confronté à un phénomène de désalignement politique qui, durant le quinquennat de François Hollande, a commencé à poser problème. On avait un phénomène très intéressant durant ce quinquennat, c'est qu'on a eu un événement fondamental qui a été le pacte de responsabilité. Événement fondamental parce que pour la première fois de son histoire, enfin de l'histoire que j'ai connue en tout cas, la gauche a tenu un discours au pouvoir, non seulement a eu une politique assez libérale, ça on était relativement habitué à ce qu'elle lâche du lest, mais en plus elle a eu un discours avec François Hollande et surtout Manuel Valls encore plus libéral que son action. C'est-à-dire qu'elle n'a pas laissé le choix à ses propres électeurs de se cacher le regard, de se cacher sa conscience derrière des formules toutes faites. Quand Lionel Jospin, par exemple, privatisait massivement, il parlait déjà d'ouverture du capital, et puis il citait du Léon Blum, du Jean Jaurès, etc. Là non, François Hollande, sous la contrainte probable des marchés financiers et de l'Union européenne, a dû se proclamer encore plus libéral qu'il ne l'était. Et ça a eu des conséquences très précises avant même le phénomène des frondeurs à travers ces élections essentielles qui sont les élections municipales que je ne me trompe pas, 2014, c'est bien cela. Les élections municipales de 2014 avec un événement par exemple très intéressant, moi qui m'a fasciné, qui a été la perte par la gauche de la ville de Limoges. La ville de Limoges, c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelait la Rome du socialisme dans la vie politique française. C'est une ville qui a été à gauche depuis que le Parti socialiste, enfin que la SFIO, ou même autrefois, je ne sais pas ce que ça pouvait bien être à l'époque, mais depuis 1900, je crois que Limoges est à gauche. Et merci, avec l'épisode particulier de Guingouin, vous savez, entre 1944 et 1947. Mais sinon, c'est un électorat, c'est une ville normale. C'est une ville, on ne peut plus française. Il n'y a pas eu de problème majeur. Il n'y a pas eu d'affaires, il n'y a pas eu de choses comme cela. Or, c'est un monde il n'y a pas eu d'usine qui a vraiment fermé, vous voyez, il n'y a pas eu un événement majeur. Or, la gauche perd cette ville imperdable en 2014, comme elle en perd plein d'autres, et les cantonales, par exemple, qui suivent, montrent bien, toutes les élections qui suivent, que cette perte n'est pas conjoncturelle. Les gens se sont désalignés électoralement, c'est-à-dire que les gens se sont désaffiliés. Le désalignement électoral, c'est le contraire de l'alignement électoral qui consiste simplement, c'est un terme simplement pour dire qu'il y a des groupes sociaux, des groupes humains qui ont des habitudes électorales traditionnelles. Grosso modo, le postier voté socialiste, l'ouvrier du secteur privé votait plutôt Front National, et puis le notaire vote assez rarement Besancenot, grosso modo. Donc il y a des traditions comme ça qui se perpétuent, qui font qu'il y a un système politique, qu'on sait où on habite, et que la gauche parfois déçoit, donc elle est battue, même elle est parfois battue très lourdement, la droite à son tour, mais au fond, le système se rééquilibre grâce à cette alternance que, vous savez, l'auteur Jean-Claude Michéa, que vous devez fréquenter les uns les autres, appelle l'alternance unique. Mais cette alternance unique, elle fonctionnait assez bien, parce qu'au fond, même si les ouvriers étaient déçus par la gauche, même en 2012 d'ailleurs, ils reviennent voter pour la gauche, parce que globalement, ils se disent qu'au second tour, en tout cas, que la gauche va moins mal les traiter que la droite. Et inversement, les pharmaciens ou les notaires peuvent être déçus par Sarkozy, mais ensuite,
Ils se disent que quand même, fiscalement et autres, il vaut mieux, c'est quand même plus sûr que d'aller voter pour les Républicains ou pour l'UMP. Ça, c'est les alignements politiques, et sauf qu'à un moment donné, ça permet d'avoir des systèmes politiques qui durent 25, 30 ans, qui sont à peu près stables. Nous, notre système politique, il avait duré assez longtemps, il avait duré de 84, les élections européennes, avec l'émergence du Front National, notre dernier système politique stable, de 84 jusqu'à 2017. C'est-à-dire, vous avez un système avec une alternance systématique, gauche et droite, une convergence, d'où l'alternance unique, une convergence des politiques publiques, et puis un tiers exclu, qui est le Front National. C'est ce qui distingue essentiellement cette période de la période précédente. Un Front National qui évolue entre 10 et 17%, qui ne prend aucune position de pouvoir au niveau local, enfin de manière significative au niveau national. C'est le tiers exclu, et ça fonctionne finalement assez bien. Et en plus, il y a l'alternance. L'alternance, c'est très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de perspective d'alternance. L'alternance, c'est très bien parce que ça permet de réguler les passions sociales. Et au fond, les gens sont impatients, mais il y a toujours un débouché politique. À leur frustration, ils se disent que quand Sarkozy, le président des riches, ne sera plus là, eh ben, ça sera mieux parce qu'il y aura un président de gauche. Et, alors bon, on sait très bien que la croyance en ces choses-là, tendanciellement, baisse, que l'abstention tendanciellement monte, que le Front National peu à peu se développe. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on arrive à ce phénomène de 2014 qui va permettre le macronisme. C'est un peu long, mais je pense que c'est essentiel pour avoir ensuite le paysage contemporain. C'est que peu à peu ça fonctionne de moins en moins. En 2014, il y a donc l'option préférentielle de la gauche pour les salariés modestes est rompue, spectaculairement. Et si vous voulez, quand c'est les... C'est un peu comme la fin de l'URSS, quand les gens qui sont au pouvoir, qui défendent une idéologie, qui font leur pouvoir, eux-mêmes proclament ne plus y croire, tout ça s'écroule. Or, c'est ce que fait Hollande. Son discours sur le pacte de responsabilité qui est répété sans cesse. Valls qui va au MEDEF, etc., sous les acclamations des éditorialistes, ça pose un énorme problème. Ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est que ça déchire complètement le voile d'illusion qui fondait cette alternance unique. Et là, ce qui se produit durant ce quinquennat, et qui est assez affolant pour les catégories sociales dominantes et les intérêts dominants, c'est que, et ce qui les pousse à se réunir, c'est qu'en fait, ils s'affaiblissent. C'est-à-dire qu'on voit bien apparaître aux élections européennes, d'abord de 2014, élections européennes qui sont les pires élections pour le Front National compte tenu de la structure de la participation. Les catégories modestes ne vont pas voter aux européennes. Or, c'est les catégories les plus abstentionnistes sont aussi les catégories sur lesquelles le Front National prospère le plus. Là, il y a un événement majeur, 25% pour le Front National. Quand l'IFOP l'avait annoncé en octobre 2013, moi je m'étais dit, à l'IFOP, ils ne se rendent pas compte de la surabstention. Non, il avait annoncé, ça se confirme, 25% aux européennes pour le Front National, 28% aux régionales. C'est-à-dire que, grosso modo, le tiers exclu commence à être en position de s'imposer. Le génie est sorti de son flacon, si vous voulez. Et là, ça devient très embêtant. Parce que là, tout le monde commence à comprendre qu'il va y avoir et à raisonner sur un second tour à la présidentielle face à Marine Le Pen. Alors, c'est un événement paradoxal qui va permettre le macronisme, c'est qu'on comprend deux choses. D'une part, que le bloc, que les catégories dominantes, qui autrefois pouvaient diriger la gauche d'un côté et la droite de l'autre, qui au fond avaient chacun leurs souverainistes, leurs agités, etc., mais qui étaient toujours dominés par les gens issus du cercle de la raison, à gauche comme à droite, on se rend compte que c'est en train de s'affaiblir, et qu'il regroupe de moins en moins de monde, et que donc la défaite devient une possibilité. En plus, il y a une pédagogie, parlementaire notamment, c'est la loi El Khomri, où effectivement vous avez ce spectacle absurde de beaucoup de députés de droite qui souhaitent voter la loi El Khomri, qui sont empêchés de le faire parce que la droite la droite libérale a besoin de la droite qui ne l'est pas, et la gauche libérale a besoin de la gauche qui ne l'est pas. Donc le système par rapport à la préservation, parce que moi je parle du principe, vu ma formation, vous comprendrez pourquoi, je pense que c'est assez universel, qu'un système politique remplit des fonctions. C'est pas une fantaisie. Et sa fonction est essentiellement de permettre la perpétuation du système social qui le fonde. Et du système économique en dessous. Tout ça est assez schématique. Je peux faire plus stalinien si vous voulez, mais plus sommaire encore, mais il faudrait avoir du mal. Mais donc on a vraiment... et là, le système politique, si vous voulez, français, commence à devenir dysfonctionnel. Il assurait la régulation des passions et l'alternance...
une alternance qui n'était pas une alternative. Et là, la perspective d'une alternative commence à devenir dangereuse. Les forces de gauche et de droite, si elles demeurent divisées, peuvent être renversées. Donc, et c'est pour ça que je commence à écrire mon bouquin à ce moment-là, en 2015-2016, c'est parce que je me dis, là, le système devient dysfonctionnel, il y a le besoin qui était intellectuellement annoncé par plein de gens, mais qui n'était pas encore nécessaire socialement, il y a le besoin de réunir ces forces libérales et pro-européennes de gauche et de droite. C'est un besoin qui est ressenti par les intéressés eux-mêmes, à la fois leurs électeurs et leurs représentants, pour peser face à ce qu'on appellera par facilité le populisme. On y reviendra. Et c'est justement parce que ce bloc libéral, enfin que ces deux blocs libéraux et européens s'affaiblissent, qu'ils ont besoin de se rassembler et de se constituer. Et d'ailleurs, effectivement, au premier tour de la présidentielle, si vous ajoutez Dupont-Aignan, Le Pen et Mélenchon, vous êtes quasiment à 50%. Donc ce bloc dominant, sur le sac de la raison, doit se réunir justement parce qu'il est devenu très affaibli. Ça, c'est embêtant. Mais il a une facilité pour le faire. C'est que puisqu'on sait que Marine Le Pen va être présente au second tour, ça signifie que celui qui sera choisi pour représenter ces intérêts-là face à Marine Le Pen a toutes les chances d'être élu. Et que donc tout se joue sur... Alors moi mon bouquin, je pensais que ça allait se faire entre les deux tours. Je pensais qu'à l'époque, comme étant sondeur, j'ai tendance à croire au sondage, donc je voyais Juppé bien placé, et donc je me disais ça va être une formule de ce genre, il y aura Juppé entre les deux tours, qui sera rejoint par une masse de ministres, de députés socialistes, et il y aura effectivement une solution, mais qui pour moi était sans doute dominée par la droite. Ce que je n'avais pas vu venir, c'est que l'option qui se met en place est une option, mais ça tâtonne d'ailleurs, parce qu'avec Fillon, ça aurait été pareil à mon avis, mais ça tâtonne un peu, et on a une option qui est et gauche et droite, et européenne, qui se met en place avec Macron avant même le premier tour. Ça, c'est effectivement, ça m'avait échappé, et que la dramatisation, enfin tous les épisodes, on pourra revenir si vous voulez, font qu'effectivement, c'est Macron qui est élu au premier tour, qui est élu président de la République. D'ailleurs, il le fête dès le premier tour. Tout content de savoir que Marine Le Pen est au second tour, eh bien, ils vont fêter ça à Montparnasse, et effectivement, il est élu avec 24%, et il peut se permettre de dire entre les deux tours, Emmanuel Macron, et moi je le respecte beaucoup pour cela, dit tout ce qu'il fait. Et c'est très facile à décoder. Donc il le dit d'ailleurs entre les deux tours, il n'y aura pas le moindre compromis, pas le moindre geste fait par rapport à son programme. Et donc c'est un programme libéral avancé, on va dire, qui est proposé aux Français au second tour de la présidentielle, mais comme ils ont le choix entre Oradour-sur-Glane et ce programme libéral, ils disent que finalement le libéralisme c'est pas si grave que ça après tout, et donc on a comme ça un vote qui est un vote par défaut, même d'ailleurs dès le premier tour. Vous savez que l'électorat j'insiste là-dessus parce que par rapport à la crise actuelle c'est important, l'électorat de premier tour où vous avez le moins de gens, c'est le BVA qui ou l'IFOP, enfin, tous les instituts qui ont fait des études sur le premier tour disent la même chose. L'électorat qui avait la proportion la plus faible d'électeurs votant par adhésion, c'est l'électorat de Macron. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez 24%, seule la moitié vous dites que c'est par adhésion, parce que dès avant le premier tour, et ça François Hollande a beaucoup contribué à cela, vous avez tout un show qui est fait sur la perspective qui n'a jamais été probable, pourtant, d'un second tour Mélenchon-Le Pen. Et donc, il y a toute cette mobilisation pour faire voter Macron contre Le Pen, contre Mélenchon, de manière négative, dès avant le premier tour. Alors, quelle est la base du macronisme? Alors déjà, le premier élément du macronisme, c'est le choix d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire comment ça se passe. Alors là, ça a été écrit, il y a la caste de Mauduit qui a été écrit, mais que je n'ai pas lu. J'ai lu le bouquin, le petit truc sur Internet de Juan Branco, mais qui n'est pas totalement convaincant. Mais grosso modo, on voit bien qu'on a qu'à partir de la commission Attali, on cherche, si je vais dire second, vous mettrez ce que vous voudrez, donc on cherche quand même à le candidat optimal pour défendre cette nouvelle formule de défense des intérêts dominants. Et la commission Attali, c'est pour moi la vraie matrice de
d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est là où il est choisi. Il y a d'autres options, parce que même Fillon pouvait d'une certaine manière faire l'affaire, et puis Valls aussi, sauf que le problème, puis Juppé, sauf que ni Juppé ni Valls ne franchissent les primaires, parce que justement, même au sein de la droite classique et même au sein de la gauche classique, eh bien, cette poussée contestatrice est très forte. Et c'est très intéressant de savoir que Juppé n'a pas pu l'emporter alors même qu'il y a eu 4 millions d'électeurs. Et que tous les sondeurs, et moi-même d'ailleurs, on avait quand même raisonné sur l'idée que plus il y aurait d'électeurs à la primaire de droite, et plus Juppé avait des chances, et moins Fillon en avait. Or non, il y a 4 millions de personnes, c'est très important, c'est 4 millions de personnes qui vont voter. Et pourtant, c'est Fillon, sur une offre assez ferme sur certains sujets, mais très libérale par ailleurs, qui l'emporte. Donc vous avez quand même c'est là où vous voyez que quand même Macron s'impose dans un contexte de crise par rapport aux forces sociales et culturelles qu'il représente. Il s'impose, alors là je ne résiste pas à vous lire ce que disait Karl Marx dans la lutte des classes en France en 1850. Il disait, voilà, je cite, donc c'est après la Révolution de Juillet, lorsque le banquier libéral Laffitte conduisait en triomphe son compère le duc d'Orléans à l'hôtel de ville, il laissa échapper ces mots. Maintenant, le règne des banquiers va commencer. Et Karl Marx commente, Laffitte venait de trahir le secret de la Révolution. Mais là c'est mieux, là c'est beaucoup mieux. Là c'est carrément un banquier d'affaires qui se présente. Moi, j'ai passé ma jeunesse dans certaines fractions politiques que vous devinez, à essayer d'expliquer à mes condisciples à Sciences Po, etc. Mais vous savez, derrière les hommes politiques, en fait, il y a des forces sociales, derrière c'est la banque, ceci, cela. Donc, moi, j'étais content, j'avais mon petit numéro tout à fait au point. Mais là, j'ai perdu mon boulot aussi. La banque se présente elle-même. c'est magique. Et ça va continuer comme ça. Et là, c'est la banque d'affaires, c'est vraiment l'expression la plus pure du capital. C'est assez désespérant aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce qui est payé aujourd'hui par le pouvoir. La transparence de tout cela a des effets pédagogiques très, très importants. Et je vous le répéterai sans doute. Moi, je crois que le macronisme avait un immense défaut, c'est qu'il rendait la société française beaucoup trop lisible par elle-même. Là où le conflit gauche-droite permettait d'entretenir des voiles culturelles. Alors ensuite, bon, il est choisi, très bien, ça c'est la vraie élite qui le choisit, c'est des gens c'est le capitalisme organisé, et s'il faut mettre un nom là-dessus, c'est pour moi Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, c'est vraiment, voilà, parce qu'il y a la commission Attali, mais c'est pas Attali qui joue un rôle important apparemment. Et Jean-Pierre Jouyet, oui, puis lui c'est Sarkozy et Hollande, c'est absolument parfait. Puis c'est la commission de contrôle des activités boursières, je crois, tout cela. Enfin, là, si vous voulez, on est aidé quand même, d'un point de vue pédagogique, encore une fois, les temps sont durs pour les petits agitateurs, ils n'ont plus rien à expliquer. Donc ensuite, après, vous avez une strate supérieure qui est plus nombreuse. C'est ce que le chercheur Luc Rouban du CEVIPOF appelle le vote social-libéral. C'est-à-dire des gens qui votent plutôt à gauche, qui votent généralement à gauche, mais qui sont acquis au libéralisme économique. Donc ça, c'est la grande étude du CEVIPOF, qui a un gros échantillon, c'est un gros panel. Et en mars 2016, il a fait une note très intéressante, Luc Rouban, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, loin de là, mais là, c'était vraiment très bien, qui montre que ce vote social-libéral, c'est 6% du corps électoral. Bon, vous avez donc les vraies élites, ça fait quelques milliers de personnes et quelques dizaines de milliers, soyons gentils. Vous avez ensuite 6% du corps électoral, ça fait pas beaucoup encore, et c'est plutôt à gauche. Et d'ailleurs, effectivement, ça sera la gauche qui va apporter les plus gros bataillons pour le premier tour. Et vous avez ensuite le forfait de François Bayrou, qui lui amène des électeurs centristes. Et là, on commence à avoir un premier élargissement de la base du macronisme, qui est une formule centrale, qui devient en partie une formule centriste idéologiquement. Et puis après, vous avez la menace tout à fait improbable d'une victoire de Marine Le Pen qui a permis, dans ce sens qu'elle a servi de justification commode, le ralliement à la candidature de Macron de personnalités, mais aussi de nombreux électeurs. Il y a plein de gens qui, de bonne foi, ont considéré qu'ils étaient requis, en quelque sorte, par la République et la démocratie pour aller voter, et l'humanité et tout cela, pour aller voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et vous avez un vote qui s'organise de la même manière, en plus concentré, que le vote oui en 92 ou le vote oui en 2005. C'est le cœur, si vous voulez, c'est 24%, c'est pas 45% comme en 2005, mais le noyau, le macronisme s'organise fondamentalement et ça va continuer pendant toute la période. Et aujourd'hui, ceux qui défendent le gouvernement face aux gilets jaunes, c'est aussi la même structure politique, sociale et culturelle que ceux qui ont voté oui en 92 et plus encore ceux qui ont voté oui en 2005. Et donc on a ça s'élargit. Donc on arrive, et j'en finirai par là, sur cette partie-là, par ce que moi j'ai appelé, par une formule facile, la réunification de la bourgeoisie.
C'est-à-dire que la bourgeoisie qui vivait très mal, d'ailleurs, quand j'en parlais avec des élus, des électeurs, tout cela, ils vivaient de plus en plus mal le fait d'être divisés par des questions qu'ils ne comprenaient plus. On sait que la question scolaire, par exemple, a été longtemps une bonne raison de s'opposer entre gauche et droite, mais c'est terminé, puisque par forfait mutuel, enfin forfait surtout le plan laïque, mais vous avez effectivement un épuisement. Je vous donne un exemple très simple, tiré de mon expérience professionnelle, parce que moi aussi, quand je conseille des politiques pour les campagnes, il faut essayer de leur montrer pourquoi, s'ils sont de gauche, pourquoi ils sont de gauche, et que l'autre c'est un méchant de droite, et inversement. Autrefois, c'était très facile. Et puis vous avez aussi d'autres choses qui sont faites par le CEVIPOF ou des centres de sondage, où on avait des indicateurs, c'est-à-dire des indicateurs synthétiques d'être de gauche et d'être de droite. Et on avait des batteries de questions, et si vous cochez 6 questions, 6 fois, je sais pas moi, la réponse oui, vous êtes à gauche, et 6 fois... Et quand vous regardez les études du CNRS au fil des ans, c'est fascinant. Dans les années 70, vous avez une batterie de questions de toutes sortes. Vous avez un nombre fou de questions qui vous permettent de situer la personne à gauche ou à droite. Et là, on se bat les flancs, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi trouver, on ne sait plus, alors on cherche des trucs, alors d'où l'intérêt de sortir le mariage pour tous et ce genre de choses, avec toute la confusion que ça introduit, mais il n'y a plus rien en réalité. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, c'est tellement épuisé qu'encore récemment, je voyais des élus de gauche qui disaient mais quand même la gauche et la droite c'est pas pareil. La gauche c'est quand même ceux qui ont aboli la peine de mort. Bon, ça nous renvoie à 81 à peu près. Et donc et là c'est totalement épuisé. Donc là, ces gens qui défendent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, qui sont pro-européens, pro-libérales, etc. Eh bien, ils sont assez désespérés de voir leurs élus et les appareils ne pas s'accorder. Ils ont raison d'ailleurs sur le fond. Et justement, miracle, ils s'accordent. Se constitue donc ce que moi j'ai appelé la réunification de la bourgeoisie, mais qu'on peut synthétiser un peu autrement. Alors il y a deux chercheurs, deux économistes très intéressants, qui s'appellent Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui, à Raison d'agir, publié en mars 2007, ont publié un bouquin qui s'appelle L'illusion du bloc bourgeois. Eux, ils parlent du bloc bourgeois. Alors on a écrit à peu près la même chose de manière simultanée et moi je ne les connais pas directement, on s'est parlé par internet, ils pensaient que j'avais pompé mon idée sur eux, en fait non, ils ont pu vérifier que que les dates étaient exactement simultanées, sauf que d'une part ils parlent de bloc bourgeois, ce qui me gêne un peu, et puis par ailleurs c'est une approche qui est très intéressante mais très économique. Moi c'est beaucoup plus sur la sociologie politique, et moi je propose la notion de bloc élitaire, c'est-à-dire c'est un bloc qui est constitué, si vous voulez, en trois strates. L'élite réelle, par son patrimoine, ses revenus, son statut, ceux qui décident, ceux qui ont vraiment les moyens de production, ce genre de choses. Ceux-là, il y a un rôle dans les médias, tout ça, il y a un rôle dirigeant. Eux, c'est l'élite réelle, c'est pas grand monde, 1% peut-être. Vous avez ensuite ce que j'appellerais moi l'élite aspirationnelle, c'est-à-dire le monde que dans mon univers on appelle le monde aliéné, des cadres et des simili-bourgeois, c'est-à-dire ceux qui espèrent en être, et qui d'une certaine manière en sont un peu. Et puis enfin, vous avez ce que j'appellerais l'élite par procuration. Là, c'est beaucoup plus... Parce que là, vous n'arrivez pas à grand monde. Vous avez grosso modo 1%, vous rajoutez 6% de sociaux-libéraux, grosso modo, et vous n'arrivez pas à 24%. Il vous faut ensuite l'élite par procuration, c'est-à-dire tous ceux qui considèrent qu'ils doivent s'abriter derrière le pouvoir de l'élite pour défendre leur situation. Ça fait beaucoup plus de monde, c'est particulièrement nombreux dans la population la plus importante électoralement en France, qui est bien sûr la population des retraités, 16 millions de personnes, relativement unifiées dans leur façon de voir des choses pour leurs conditions de salariés, et qui ont très peur notamment de l'aventure financière, très peur de ce que leur proposait directement Marine Le Pen et un peu Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen plus Mélenchon chez les retraités, c'est 26% au premier tour, c'est-à-dire pas davantage que ce que fait chez les retraités Emmanuel Macron à lui tout seul, alors même qu'il est concurrencé chez les retraités puissamment par François Fillon. Donc on a des gens qui délèguent en quelque sorte à cela. Est-ce que c'est un bloc historique? Ça c'est le truc de Gramsci. Moi je n'irai pas jusque-là. En face de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas tellement d'options, et ça voilà, on avance, Macron est élu. Le problème c'est qu'il n'y a pas tellement d'options politiques face au macronisme. C'est un bloc minoritaire qui va appliquer, et qui le dit, un programme de réforme radical, qui n'a pas été sanctionné par le suffrage universel. Il n'a pas été sanctionné compte tenu de la nature aberrante du second tour, et du fait qu'on a dramatisé ça de manière non moins aberrante. Il n'a pas été sanctionné non plus par le suffrage universel, par les élections législatives. Le Monde s'était fait mal voir en publiant un fromage, vous savez, en une, montrant que seuls 15% des inscrits avaient voté pour les candidats En Marche. Je ne dis pas les députés élus, l'ensemble des candidats En Marche au premier tour des législatives.
parce qu'il y a eu une abstention record, 52% au premier tour, 58% au second tour, et que de fait, la nature du quinquennat a joué à plein, et ces élections sont totalement dévitalisées. Donc les gens ont consenti, en quelque sorte, voilà, à Macron, et surtout, vous avez en face de Macron, c'est l'avantage d'être un bloc central, vous avez, à partir des législatives, et ça continue presque jusqu'à maintenant, c'est en train de changer à mon avis, vous avez 4 oppositions qui ne peuvent faire alliance, aucune des 4 ne peut faire alliance avec aucune autre. C'est-à-dire que c'est incroyable. On n'a pas, parce que le macronisme face à une opposition constituée et rassemblée, c'est 24%. C'est tragique. Et c'est 28% de popularité actuellement. Mais face à 4 oppositions qui ne peuvent pas s'accorder. C'est le bloc minoritaire le plus important. En plus en position centrale, donc en termes de report de voix, c'est idéal, ça peut durer. Donc là, on est face à ça à l'issue de l'élection présidentielle. Il y a pas quelques. Je m'étais amusé c'était pour une conférence du vent sur les lèvres, rien vous cacher. Alors eux, ils étaient intéressés par un truc de gauche, tout ça, donc à voir un peu les possibilités. Bon, il y a qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Le macronisme, ça remonte à quelques mois, mais c'est toujours possible. Le macronisme demeure dans sa cohérence, conserve l'unité de sa base, et réussit à percer à rester premier aux européennes, à s'implanter au municipal, ça a l'air quand même mal parti, et à être réélu en 2022 par des arguments notamment négatifs. C'est possible, c'était très probable il y a 6 mois, ça demeure possible aujourd'hui. Vous avez d'autres schémas. Vous avez le schéma d'un macronisme qui serait sorti par une gauche refondée, régénérée, rassemblée. Ça, c'est ce qu'espère vaguement Mélenchon depuis quelques mois, à ses propres dépens, mais c'est terminé. Ça, c'est terminé. Vous avez la gauche, aujourd'hui, c'est 25% de gens qui s'y reconnaissent, et c'est surtout un bloc, enfin, c'est pas un bloc, justement. C'est derrière cette appellation de plus en plus absurde, vous avez des gens qui ne sont d'accord sur rien, sur les enjeux fondamentaux. Donc là, alors malheureusement, pour eux, en tout cas, une bonne partie de la France insoumise vit encore parmi en tout cas ses cadres et ses militants, vit dans la nostalgie de cette réunification de la gauche. Et la stratégie de Mélenchon depuis 1 an, pour bien la connaître, ça a été... mais pas pour la conseiller, ça a été de reconstituer le clivage gauche-droite avec, à droite, il y a un article que je sors dans Figaro Vox demain là-dessus. Son idée, c'était que le clivage gauche-droite se reconstituait à la faveur de Macron, que Macron devenait le président de la droite, et que face à ça, il fallait, on allait de nouveau polariser gauche-droite, et que donc il fallait que Mélenchon soit le champion de la gauche, et qu'il allait devenir, à l'occasion des européennes, la force dominante, l'astre dominant de la gauche, et puis il allait être en quelque sorte le François Mitterrand, la France insoumise serait le nouveau PS, et il allait distribuer les cartes. Il y avait, je crois, derrière cette espérance, un raisonnement politique, je crains qu'il y ait eu aussi une énorme variable psychologique qui est jouée, et que c'est pas quelqu'un qui est porté sur le pardon des offenses, et je pense qu'il espérait pouvoir être rétabli dans sa dignité, dans sa famille, et vous aboutissez à cet événement absolument incroyable. C'est le vieux port de Marseille cet été, il concède devant Macron que lui n'est pas vraiment l'opposant sérieux, l'opposant sérieux c'est Marine Le Pen, et surtout quand il va voir Emmanuel Morel et les Lindemann, etc., il dit j'ai des amis, mais vous êtes ma famille, et que donc sa vraie famille, au fond, c'est la gauche. C'est catastrophique. Toujours est-il que ça c'est terminé. Vous avez après 2 possibilités sur lesquelles on doit réfléchir. La première, c'est une sortie du macronisme par une formule de droite plus ou moins identitaire, avec ce qui est incarné par la solution Marion Maréchal Le Pen, grosso modo. C'est-à-dire, on reste très libéral, on reste éventuellement assez atlantiste, si c'est possible, et on est mais par contre, on est assez nationaliste sur certains enjeux, sur l'immigration, tout cela. Et là-dessus, vous avez une bonne partie des électeurs de droite qui effectivement sont, pas une bonne partie, l'ensemble des électeurs de LR, si vous prenez les sondages de l'IFOP par exemple, montrent bien sur les questions de sécurité, les questions régaliennes comme on dit, les questions, peut-être pas en ce lieu, et les questions sur les questions d'immigration, tout cela, vous avez une convergence à peu près totale entre ces électorats-là. Par contre, dès qu'on passe à la monnaie, etc., c'est tout à fait différent. Et donc, ça signifierait pour le Front National de se débarrasser de pas mal de catégories populaires qui sont sur la ligne Marine mais qui ne seraient pas sur la ligne Marion, mais vous avez peut-être une perspective de constitution d'un bloc libéral autoritaire, on va dire, libéral national, qui pourrait
l'emporter face au bloc élitaire, le bloc macronien, qui est quand même assez effrité et menacé aujourd'hui. Puis vous avez une autre possibilité, bien entendu, c'est que face à un bloc élitaire, il y a un bloc populaire qui se constitue. Là, c'est une autre solution qu'on va aborder tout à la fin. Je suis déjà très très long sans doute, hein, donc je vais accélérer. Très bien. Voilà. Parce qu'évidemment, on raisonne dans un cadre républicain, je vous rassure, et donc en tout cas dans un cadre démocratique, et donc on raisonne sur la voie électorale. Donc la question est toute simple. Et là, c'est mon être de sondeur reprend le dessus, c'est-à-dire qu'il faut arriver, pour des forces qui veulent s'opposer à Macron ou remplacer Macron, il faut arriver à une somme d'électeurs qui soit suffisante. C'est aussi bête que ça. Et c'est pour ça que la solution de gauche, par exemple, ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas, ou alors il faudrait un hasard historique incroyable, mais ça me paraît quand même très, très difficile. Et vous avez par ailleurs ce qui... Oui, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc par la gauche, oui, c'est impossible. Michel a expliqué aussi pourquoi. C'est-à-dire que la synthèse de la bourgeoisie progressiste et du peuple, une partie du peuple à travers et des ouvriers, etc., que décrit Michéa comme à l'origine de la gauche, ceci a vécu. Ça avait vécu il y a quelques mois, ça avait vécu à l'époque de la présidentielle. Alors, depuis l'affaire des Gilets jaunes, ça ne peut pas être plus frappant que cela. Donc cette formule de réunification qui était la gauche, en quelque sorte, ça c'est absolument terminé. Donc voilà, bon, j'insiste pas sur la France Insoumise et sur Jean-Luc Mélenchon, c'est moins intéressant que ça n'a pu l'être. Et j'en passe, excusez-moi, j'en passe. Oui, et puis bon, vous avez effectivement sur ce bloc populaire qui théoriquement est une masse électorale très importante. Si vous prenez beaucoup de points développés dans la programmatique de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, elle s'en défend un peu, lui s'en défend énormément. Vous avez des points de convergence qui sont absolument frappants. Vous prenez le discours de Fréjus il y a 2 ans et les positions de la France Insoumise. Le discours de Fréjus, c'est septembre 2016. C'est absolument fascinant de voir, notamment, je ne parle même pas des sujets de politique internationale qui sont quand même assez importants, mais la convergence de la France Insoumise programmatiquement et du Front National puis du Rassemblement National est quand même assez spectaculaire. Sauf qu'il y a un sujet essentiel qui divise là-dessus. Il y a plein de sujets qui les séparent, mais il y a plein de sujets qui les séparent, certes, qui électoralement n'ont pas beaucoup d'importance. Il y a un sujet essentiel qui les sépare, c'est tout simplement l'immigration. C'est tout simplement l'immigration. Et vous avez eu une tentative au sein de la France Insoumise, et par Jean-Luc Mélenchon sans doute lui-même, de surmonter la culture traditionnelle de la gauche sur ces questions migratoires. Et ça a été ébauché quand même pendant la présidentielle. Il y a eu cet acte quand même très particulier de refus d'appeler à voter entre les 2 tours de la présidentielle. Donc là, on est un peu au sommet, si vous voulez, de la course populiste de la France Insoumise. Et ça aurait pu être le début d'une nouvelle ère. En fait, c'est la conclusion. Et à ce moment-là, et là, on revient à travers la période à partir de très tôt, hein, à partir de septembre 2017, mais ça s'accélère en janvier 2018, on revient à une stratégie de gauche. Et du coup, comme Jean-Luc Mélenchon considère qu'il doit devenir, comme je vous l'ai dit, le chef de la gauche, eh bien, il doit saturer idéologiquement le champ de la gauche. Et donc parler comme la gauche, parler comme les électeurs de Hamon-Aymeric ils parlent. Et du coup, vous avez le discours gauchisant sur l'éducation, à l'occasion de ce pseudo-mouvement étudiant. Vous avez ensuite très, très fragile mouvement étudiant. Vous avez ensuite, essentiellement, tout ce qui est dit et écrit, qui est assez spectaculaire quand même, lors du débat sur l'immigration. Fatigué, je ne sais plus comment s'appelait ce débat, asile et... non, je ne sais plus. Le débat à l'Assemblée nationale sur les lois de Macron concernant l'immigration. Et là, vous avez un discours pro-migrant qui est ahurissant de la part ahurissant, c'est pas une position sur le fond, mais qui est extrêmement... qui est une des positions qui sont extrémistes par rapport à ce que peut dire la gauche en matière d'immigration. Ce n'est pas des positions, contrairement à ce que dit Mélenchon. Je suis allé lire 3 fois ce texte de l'ensemble des députés. Comme ce n'est pas un mouvement, comme il n'y a pas de statut, il n'y a rien en réalité. Donc le seul truc qui tient à peu près la route, c'est le groupe parlementaire.
Donc là, il y a quand même un texte, ça fait 30 pages, c'est en français inclusif. Alors déjà, ce genre de prose, plus ou moins militante, ça n'a jamais été très suave. Mais alors là, en plus, en français inclusif, c'est un vrai problème. Mais par contre, c'est tellement énorme ce que vous lisez là-dedans que votre attention est maintenue. Et c'est ahurissant. C'est-à-dire que ça prévoit de créer le statut de réfugié climatique. Donc on ne voit pas très bien qui n'est pas victime des questions climatiques. Donc on voit pas. Ça crée aussi une notion. Alors c'est une idée très originale. Vous pouvez partir de Bamako, par exemple, en étant migrant économique, mais si vous subissez, et c'est malheureusement le cas quand vous traversez le Sahara, puis évidemment en Libye, si vous subissez ensuite des mauvais traitements, vous devenez en quelque sorte, c'est une mutation, donc en chemin, vous devenez réfugié politique. Votre motivation, vous voyez le truc, enfin bon bref. Alors il y a l'analyse des causes de la migration, pour connaître un tout petit peu ces sujets-là, est totalement délirante, mais donc c'est quelque chose, alors j'ai rien contre le christianisme social, mais qui est beaucoup plus inspiré, il ne faut pas se tromper, du christianisme social et des positions du pape François que du marxisme. Ça n'a plus rien à voir avec le marxisme d'ailleurs. Et du coup, on arrive à cette... Pardon ? Depuis quand serait-il marxiste ? Il a prétendu l'être à l'Assemblée nationale. Moi, quand les gens le disent ce qu'ils sont, a priori, jusqu'à preuve du contraire, je maintiens ça. Mais donc, vous avez effectivement ces positions, et ça, c'est essentiel, l'immigration. C'est pas du tout une marotte personnelle, loin de là, mais c'est le deuxième enjeu du vote. Parfois le premier, en France. C'est en progression constante. Il y a plein d'élections en Europe, pas en Espagne, mais dans la plupart des pays, qui maintenant se font essentiellement sur l'immigration. Donc, c'est pas... Parce que... il y a des positions assez gauchisantes, etc., la France Insoumise sur la PMA, la GPA, etc. Mais pour l'instant, dans cette fraction de la population, ce n'est pas vraiment une cause de vote ou de non-vote très importante. L'immigration, c'est décisif. Et ça, cette histoire-là, évidemment, est une garantie pour les forces sociales dominantes, l'immigration, puisque c'est un thème qui divise de manière irréductible ce que pourrait être un bloc populaire. De manière irréductible, on va voir que les choses sont en train de changer, mais jusqu'à présent, à froid, si vous voulez, c'était à peu près comme cela. Donc là, on est dans l'impasse. On est dans une forme d'impasse politique. On a cette situation assez malsaine, quand même, d'un pouvoir dominant et déterminé, qui est face à des oppositions et qui peut imposer son programme. Ça semble fonctionner au départ, notamment il y a encore un an, il faut le rappeler, en janvier 2018, Emmanuel Macron est devenu populaire. Il était à 52% de popularité, 53%, et grâce notamment au renfort d'une partie des sympathisants de droite face à la CGT et la France Insoumise, grâce à la réforme du Code du travail, face à la réforme de la SNCF, etc. À un moment donné, on serait réunis il y a un an, les choses étaient très différentes, ça semblait pas si mal fonctionner. Bon, après, la machine se dérègle pour des raisons apparentes, qui sont l'affaire Benalla notamment, et ça commence là, la série noire. Mais en réalité, et pour l'avoir écrit, je peux être aussi affirmatif, moi, il me semblait que dès la fin des grandes réformes, déjà en juin, on voyait que ça commençait à s'effriter, tout simplement parce qu'une partie, je pense, de l'électorat de droite avait passé une sorte de contrat de chantier, si j'ose dire, avec Emmanuel Macron, en disant, voilà, bon, ben... c'est pas notre famille, c'est pas exactement, c'est pas notre culture, c'est pas tout à fait, enfin bon, confusément les gens sentaient que c'était pas tout à fait ça, c'est pas François Fillon quoi, mais bon, c'est lui qui est là, il fait le travail, et bien tant que le chantier est en cours, et ben on le maintient, on maintient notre soutien, et comme en plus en face c'est la CGT, c'est la France Insoumise, et ben c'est parfait. Sauf que ça commence à s'épuiser à partir de mai-juin. Et là, son utilité donc, devient moins importante à ce moment-là, d'autant plus qu'il commence à devoir prendre des mesures budgétaires qui commencent à mécontenter, notamment chez les retraités, qui commencent à inquiéter, voire à mécontenter. Et que là, les gens commencent à comprendre que les contraintes budgétaires issues de l'Europe, notamment, enfin peut-être issues, je ne suis pas économiste, hein, peut-être qu'il n'y aurait pas l'Europe, ce serait la même chose, mais enfin en tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'est demandé quand même par l'Europe, hein, que ce soit nécessaire ou pas, eh bien, ça commence à toucher beaucoup de monde. Et que quand la CSG, la désindexation annoncée des retraites, tout cela, ça commence à faire beaucoup de monde. Et il commence à concerner, y compris des gens qui ont voté pour lui, parfois dès le premier tour. Donc sa base se fragilise à cette occasion-là. Ceux qui ne l'aiment pas continuent à ne pas l'aimer, mais ceux qui se sont plus ou moins résignés
ou avec plus ou moins d'enthousiasme à sa direction, commencent à se mécontenter. Et on arrive à ce mouvement des Gilets jaunes, que moi j'aborde avec la prudence de tous ceux qui n'ont pas vu venir. Alors mes analyses on peut toujours relire les choses en creux, etc., mais moins que quelqu'un comme Christophe Guilly par exemple, ou que d'autres. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des gens qui non seulement n'ont pas vu venir le mouvement, mais qui dont le cadre conceptuel, si vous voulez, ne permet pas de le comprendre. Ça, je considère qu'on est que faire malgré tout partie de ceux qui peuvent encore accueillir, si vous voulez, ce mouvement dans le schéma qu'on essaie de dessiner, mais de fait, je ne l'ai pas vu venir. Je ne pouvais pas dire, avant même ce qu'on appelle désormais l'acte 1, je ne savais pas du tout si ce mouvement virtuel sur Internet se transformerait concrètement. Et il y a eu au moins 300 000 personnes dehors. Et puis surtout, je n'imaginais pas non plus qu'après les premières violences, je n'aurais pas dit que le mouvement allait devenir impopulaire, mais qu'il demeure à ce niveau incroyable de popularité. C'est-à-dire qu'après les premières violences, et pour être allé observer les manifestations, c'était quand même assez particulier. L'acte 2 déjà, l'acte 3 autour de l'Arc de Triomphe, puis l'acte 4, et là, tout le monde s'attend, et le gouvernement espère de fait, qu'après mai 68, donc on rejoue comme toujours sous le mode farce, donc après mai 68, on est juin 68, et que donc mais ce juin 68 ne se produit pas. C'est-à-dire que vous avez le soutien réel au sommet, c'est à peu près 40%. Il y a des sondages des questions plus ou moins pertinentes, mais la question qui est posée par l'IFOP, qui est maintenant posée par ELAB, est intéressante, qui distingue le soutien, 40%, la sympathie au plus fort du mouvement. La sympathie de l'ordre de 35%, puis après l'antipathie ou l'indifférence. Là, je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, c'est tombé à 60%. C'est-à-dire 30% de soutien, 30% de sympathie. C'est énorme, ça baisse de 10%. Mais en tout cas, après les premières violences, et Dieu sait que les images, la réalité sur place était spectaculaire, mais comme toujours, moins spectaculaire qu'à la télévision où un abribus qui brûle, il brûle 30 fois dans la journée. Donc mais donc vous avez ça. Et là, moi, sincèrement, je pensais que les gens allaient se continuer, ils n'étaient pas contents, etc., mais ça allait baisser, ça ne baisse pas. C'est-à-dire ça montre un état d'insubordination morale de la population qui est sidérant. Et là, ça ne baisse pas. Et ça, on était quand même... Moi, je pensais que ça allait baisser et que la fraction dure allait plutôt se radicaliser. En novembre-décembre, c'est pas ce qui se passe. Et vous arrivez à ce mouvement qui, pour la première fois depuis, je pense, mai 68, non seulement il y a le retrait de dispositions prises, mais ça, c'est déjà arrivé la dernière fois en 2006 avec le CPE, mais là, vous avez non seulement le retrait des dispositions qui posent problème, mais en plus, on ouvre les vannes. Et effectivement, pour travailler avec une agence qui travaille elle-même beaucoup avec le patronat, j'étais consulté à cette occasion et je sentais que chez mes interlocuteurs une profonde panique entre l'acte 3 et l'acte 4. Et de voir que les gens ne se calmaient pas. Et que de voir que la suspension, il a fallu que ce soit le président de la République qui donne une forme d'humiliation rituelle, vienne le 10 décembre pour annoncer que non, il retirait, etc., et se mettre en scène dans une position assez peu avantageuse pour que ça commence que la marée commence à se retirer, en tout cas jusqu'à la rentrée. Et donc là, vous avez une caractérisation qui est difficile de ce mouvement-là. Est-ce que c'est un mouvement populiste? Alors ça, on peut en débattre à longueur de temps, parce que comme c'est un mouvement qu'on comprend mal et que c'est un terme qui est particulièrement confus, donc il y a de quoi faire des débats nombreux sur gilets jaunes, populisme ou pas. En plus, c'est un mouvement, les gilets jaunes, c'est la grande saison des ventriloques. Chacun qui a quelque chose à dire, le prête donc les géographes ou les urbanistes voient que c'est un problème d'urbanisme. Enfin, les pages idées du Monde sont très marrantes pour ça, parce que chacun vient avec sa spécialité, puis impose son truc. Bon, moi, je suis un peu pareil. Et je considère, si vous voulez, qu'effectivement, c'est quand même le réveil que la lecture que j'en fais, il y a un peu d'une dimension géographique, mais je ne suis pas très convaincu par cette affaire de France périphérique, on pourra en discuter si vous le voulez. Mais il y a une dimension sociologique qui est absolument écrasante. Et qu'on peut prendre de deux façons. Là aussi, je vais faire un classique. Les CSP de l'INSEE ont été faites à l'après-guerre et par des gens qui étaient très imprégnés quand même d'une certaine idéologie. Et donc, on est assez proche. La définition des CSP par l'INSEE est très très bien faite. Et on est assez proche de la notion de classe sociale en réalité, puisque c'est non seulement la position des gens dans l'appareil productif, mais en plus, est-ce qu'ils vivent ensemble, est-ce qu'ils se fréquentent. Enfin, ceux qui ont construit ces CSP avaient quand même quelque chose derrière la tête. En tout cas, on voit comment ils étaient formés, parce qu'on a
quelque chose. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle la classe sociale en soi, c'est-à-dire où objectivement les gens sont. Si on regarde les CSP, c'est très simple. Vous avez les cadres, les professions indépendantes, enfin pas les professions indépendantes, les cadres les professions libérales, pardon. Eh bien, eux sont quand même très opposés au mouvement. C'est en tout cas les moins favorables. Et après, les professions intermédiaires, c'est un peu intermédiaire. Puis quand vous arrivez aux employés, aux ouvriers, là le soutien est massif. Mais ça, on peut me dire, bon, ça c'est la classe sociale en soi, en quelque sorte. Objectivement, c'est ce qu'on constate, mais est-ce que les gens le ressentent comme ça? Bon, alors, en tout cas, c'est ce qu'ils expriment. Mais alors, à ce moment-là, moi, j'ai fait poser par l'Institut BVA, qui le pose maintenant assez fréquemment, depuis 2 mois, un truc qui est la question de la classe sociale subjective. C'est-à-dire, on demande aux gens, vous considérez-vous comme faisant partie des catégories populaires, des catégories... non, des classes populaires, je crois. Classe moyenne modeste, on ne dit pas inférieure, parce que classe moyenne supérieure, ou les classes aisées. Alors comme les gens n'aiment pas se mettre dans les bornes, si vous voulez, dans ce genre de classement, moi j'ai fait rajouter les exclus en bas, avant les classes populaires, donc ça, personne ne choisit exclus, et les privilégiés en haut. Personne ne choisit privilégié, ça rappelle des mauvais souvenirs, donc les gens sont prudents, et donc, même dans les sondages, et donc vous avez, si vous, donc, vous avez 4 classes qui sont bien remplies. Les classes moyennes, modestes ou supérieures, c'est à peu près 60% des interviewés qui vont répondre ça. Vous avez en plus les classes populaires, c'est à peu près 20%, puis je ne sais pas où j'en suis, on doit être à peu près, on va dire qu'il y a des gens qui ne répondent pas, on doit être à peu près à 10 pour les classes aisées ou 15%. C'est mécanique. Si vous regardez, quand l'Institut BVA teste le soutien, enfin les opinions, quelle que soit la question, au mouvement des Gilets jaunes, c'est spectaculaire. Je me rappelle, c'était avant le Noël, classe aisée, 45% de soutien. Soutien, sympathie, etc. Classe populaire, 90%. Alors, évidemment, il y a toujours 45% des classes aisées qui soutiennent. Et il y a toujours 10% des classes populaires qui ne soutiennent pas. Mais enfin, quand vous êtes dans des régularités statistiques de ce genre, si vous voulez, en sociologie, ça commence à être suffisant. Donc, vous avez bien cette... Voilà. Après, j'ai fait un papier que je vous recommande, parce que j'en suis très fier, et qui justement n'est pas une analyse de sondage, pour une fois. Le Figaro Magazine a eu la gentillesse de me demander un récit de l'acte 4, c'est-à-dire la 4e journée, donc mobilisation, et je n'ai jamais fait ce genre de truc, donc j'étais très impressionné. Et alors j'ai relu, j'ai lu d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas lu, j'avais lu Chose vue de Victor Hugo, Soignons modeste, et j'ai jamais lu les récits d'un cynisme d'ailleurs époustouflant d'Alexis de Tocqueville pour les journées de 48, et notamment quand il parle de juin 48. Alors, je le savais vaguement, parce que moi, on m'avait beaucoup enseigné à Sciences Po, mais c'est pas un auteur que j'aime beaucoup, et c'est d'un cynisme, alors c'est bien écrit, mais c'est quand même, faut quand même le lire pour le croire, donc c'est assez étonnant. Et donc, j'ai fait ce petit texte pour le Figaro Magazine, et je suis allé, donc c'était pas représentatif, c'est-à-dire c'était le rassemblement, ce qu'on appelait comme cette journée qui avait été annoncée où on parlait de morts possibles, etc. Enfin bref, faut relire la presse, hein, c'était incroyable. Et donc là, il n'y avait pas 10 000 personnes comme on l'a dit, il y avait au moins 30 000 personnes. Vous ne remplissez pas le Champs-Élysées avec 10 000 personnes. Mais enfin, admettons qu'il y ait 30 000, et c'était parisien. Mais tous les gens qui étaient là, que j'ai rencontrés, alors, je ne suis pas allé voir les mecs les plus masqués, etc. Je suis quand même conscient de mon âge, voilà, et de ma faible condition physique, mais vous avez les gens que je suis allé voir étaient tous des ouvriers. Alors des ouvriers parfois indépendants, peut-être que c'était parfois des artisans, c'était des ouvriers parfois au chômage, certains en congé de longue maladie, mais ils venaient tous de différentes provinces, c'est-à-dire, d'ailleurs ils ont souvent les drapeaux des provinces, comme vous l'avez vu, de Normandie, de Champagne-Ardenne, etc. C'était des prolos. Ils ne savaient pas se repérer dans Paris, ça m'a beaucoup frappé. Ils avaient le truc, le GPS, etc. Ils ne savaient pas, ils étaient juste à côté. Moi, j'en avais orienté certains, ils étaient juste à côté des Champs-Élysées, ils ne savaient pas où ça se trouvait. Et ils étaient dans ces quartiers-là, mais c'était ahurissant à voir. C'était vraiment dans un autre monde. En plus, le contraste, c'était très, très, très émouvant à voir d'ailleurs. C'était assez poignant. Et donc, vous avez là-dessus. Moi, ce que l'on me raconte sur les ronds-points, ça correspond quand même aussi, c'est pas tout à fait la même population, mais beaucoup de retraités, etc. Et il se trouve que j'ai une maison dans les Hautes-Alpes, dans les Baronnies, près d'Athon. Donc ça, c'est un coin particulièrement désertique, etc. Et là, j'y étais cet été. Alors, c'est à Noël, ça vaut ce que ça vaut, mais
il y avait une voiture sur 3 qui avait son petit gilet jaune, alors que tout a été retiré. Et les gens parlaient de... Il y avait un éleveur qui était monté à Paris pour une manifestation. Les gens en parlaient comme le héros du village. C'est tout à fait étonnant à voir. Et donc là, le contenu social me paraît écrasant. Et inversement, très intéressant, pas d'étudiants. Alors, il y avait des étudiants, comme je l'ai écrit, il y avait des étudiants du Creux, là, il y avait des étudiants de Limite, vous savez, donc il y avait une banderole, c'est la première fois que j'ai vu une banderole avec une citation de Charles Péguy dans les rues de Paris, donc j'ai la photo, c'est assez marrant, et c'est sur les désordres injustes, et l'ordre juste, enfin bref, vous connaissez Péguy mieux que moi, je pense, donc il y avait toujours quelques zigotos comme ça, mais les étudiants n'étaient pas là. On est une ville universitaire, il n'y a pas d'étudiants dans les manifestations, il n'y a pas de lycéens. Tous ceux qui étaient à Nuit debout, etc., ne sont pas là. Alors il y a 3 personnes du Vent se lève, etc. Mais enfin bon, à part des fractions très politisées et totalement marginales, le monde étudiant n'est pas là. Parce que c'est un monde aspirationnel qui, lui d'ailleurs, se vit comme voulant reproduire la carrière de ses parents ou accéder à une carrière supérieure à celle. Enfin bref, ceux-là, ils ne veulent pas d'un mouvement profondément conservateur qui exige avant tout le maintien de ses conditions de vie et qui est profondément égalitariste. C'est pas du tout le monde étudiant actuel et même les lycéens ne sont pas là. C'est assez tout le public. Moi, il se trouve que ça fait 30 ans que je suis ici à Paris et que j'avais travaillé pour le CNRS sur un projet de recherche sur les manifestations avec Olivier Filleul, qui est le spécialiste français de tout ça. Et donc, à partir de là, moi j'ai beaucoup aimé les manifestations. Je vais souvent voir des manifestations de tous bords. J'irai voir celle du 27, d'ailleurs, à République, avec les pro-Macron, etc. Je trouve ça très intéressant. C'est un peu mon métier. Je trouve d'ailleurs profondément anormal que la plupart des commentateurs, etc., n'aillent pas sur le terrain voir tout cela. C'est plutôt dans le sens inverse qu'il faudrait prendre le problème, mais enfin bon. Et donc, à force, puis j'ai un peu médité quand j'étais jeune, tout cela, d'une manifestation parisienne, je connais un monde fou. Puis par métier, je les fréquente. Parfois, j'ai même l'impression, je me dis c'est bizarre, c'était pas du tout le même sujet la dernière fois, pourquoi c'est les mêmes? Enfin bref, c'est. On avait fait un projet, je fais une petite digression. Vous connaissez l'histoire de la Paul Davy qui a été montée par les Actions françaises dans l'entre-deux-guerres. Vous connaissez cette histoire de la Paul Davy? Oui. C'est-à-dire, c'est pour ça que le consul de Paul Davy apparaît dans le Lotus bleu, d'ailleurs. Et c'était comme Hergé n'était pas très très loin de l'Action française, sans doute. Enfin bref, et donc vous avez des trucs comme ça. Et donc nous on avait voulu faire un truc un peu pareil, puis finalement on était très militaires, on l'avait pas fait. On s'était dit c'est pas possible, on voit toujours les mêmes. Donc on va inventer, surtout dans les trucs de gauche, tout cela, c'est les années 90 à peu près. Et donc on s'était dit, tout le monde a la guerre du Golfe, ce genre de choses, on s'est dit, mais on voit toujours les mêmes, c'est toujours le même sujet change. Donc on va essayer de montrer s'il y a effectivement une catégorie irréductible de manifestants. Donc on va aller coller des affiches dans différents endroits, près de certaines facs, tout cela, pour soutenir la lutte anti-impérialiste d'une population imaginaire. Et avec un mot d'ordre de rendez-vous sur une place, et on verra qui vient. Quoi. Donc, à la fois pour savoir quels sont les indicateurs de police, et puis pour savoir quels sont les manifestants irréductibles dans cette frange de population. Enfin, tout ça pour vous dire que moi j'ai toujours l'impression d'être dans les manifestations parisiennes, je m'amuse bien, parce que je rencontre des gens, je suis parfois avec des gens, tout ça. Je ne connaissais personne, mais personne. À part les 2-3 personnes qui étaient venues avec moi, parce que c'est toujours c'est comme une soirée, il ne faut jamais venir seul, mais donc, je connais personne. C'est-à-dire que là, c'est une population, c'est pas des gens qui manifestent, c'est pas du tout la population de la gauche. C'est peut-être, alors, il y a quand même énormément d'électeurs du Rassemblement National, parmi ceux qui viennent de province en tout cas, c'est assez frappant, mais c'est une population qui se mobilise pour la première fois. En tout cas, dans ce cadre-là, je crois. En tout cas, ce n'est pas une population que moi, comme observateur, je connais. Donc, on a un phénomène social qui est sui generis, qui est absolument fascinant, et qui, pour cela, est durable. Donc là, vous avez en plus un pays qui est rentré dans une forme d'insubordination tout à fait durable. C'est des gens, on est assez proche du schéma des référendums européens, c'est-à-dire que toutes les autorités, ou de second tour à la présidentielle, c'est-à-dire toutes les autorités morales, intellectuelles, etc., médiatiques, et reconnues, sont unanimes pour dire grosso modo, bon, c'est bon, là maintenant il faut rentrer chez soi. Comme c'est bon, allez, on va voter oui parce que sinon c'est la guerre, ou bien c'est bon, on va voter, faut faire barrage au fascisme qui nous menace sans cesse. Et donc vous avez cette injonction, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ça qui est fascinant. Dans les baronnies, les gens ne sont pas allés sur place, ils voient que Paris est à feu et à sang, avec l'effet de distance et de loupe médiatique, on a l'impression que c'est la guerre civile, alors que bon,
même si ça s'affronte à l'Arc de Triomphe, je ne veux pas être cynique, mais enfin, vous allez place des Ternes, ça sent encore un peu de lacrymogène, vous faites 100 mètres de plus, les gens font leurs courses. Je veux dire, il faut quand même faut être raisonnable. Donc, et vous avez malgré tout, malgré ce qu'on leur raconte, cette ambiance extrêmement anxiogène, les gens maintiennent leur soutien majoritaire encore aujourd'hui. C'est ahurissant. Ils n'ont pas de médias pour eux, il y a quelques médias. Ça commence à changer un peu, parce que justement, à force que ça dure, il y a certains médias qui comprennent qu'ils sont obligés. Il y a aussi quand même, il faut quand même qu'ils soient écoutés ou regardés par des gens qui commencent à bouger un petit peu. Sud Radio, par exemple, même Europe 1 change un petit peu, etc. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une logique commerciale et puis même journalistique de base qui finit par s'imposer. Mais vous avez quand même cette diabolisation de nouveau qui joue. Des forces qui n'ont pas de représentants, qui ne sont pas représentées en tout cas les instances de pouvoir, y compris le quatrième pouvoir, et qui pourtant maintiennent leur état de, oui, moi je dis insubordination, c'est pas insurrection, c'est pas tout cela. Et les manifestations, de fait, même si moi je suis très prudent par rapport à une certaine propagande, mais les manifestations, les gens qui sont là, c'est frappant de voir qu'ils ne se dispersent pas. J'ai toujours connu moi, des manifestations où il y a des groupes qui arrivent, qui balancent des trucs sur les policiers, qui brûlent 3 abribus, etc. Enfin, qui cassent des abribus, ça brûle mal. Et donc, vous avez qui brûlent des poubelles, et des sapins de Noël, la dernière fois, c'était très marrant. Et vous avez donc vous avez ça, il y a toujours des petits rigolos qui font ça. Les policiers chargent un peu, il y a 300 personnes qui restent, la moitié sont d'origine obscure, et vous avez ensuite la moitié finira par coffrer l'autre moitié en fait. Et donc, les 3000 personnes qui étaient avec les 300 prennent le métro. C'est la fin de manifestation classique, c'est un rituel, bon c'est pas forcément très réjouissant, c'est comme ça. Mais là ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour l'acte 3, l'acte 4, il y a l'acte 3, vous vous en souvenez, 10 000 grenades lacrymogènes officiellement tirées. Sur une population estimée officiellement à 10 000 personnes. Bon, admettons que même c'était 30 000. Ça fait quand même, et puis c'est pas des petites choses, les gens reviennent. Les gens restent pas parce que c'est impossible de tenir, mais les gens reviennent. Et ça c'est incroyable. Tout simplement parce que c'est des prolos. Ils ont payé un bus à plusieurs, etc. Ils viennent de là, ils ont vraiment gros sur la patate, et ils ne sont pas venus pour rien. Et de fait, ça, il faut le reconnaître, de fait, les bris de matériel urbain, dans une certaine mesure les affrontements avec la police, etc., sont soutenus par ceux qui manifestent. Ça fait très... Je suis en train d'accuser, je suis en train de faire un sale travail en disant ça, mais de fait, oui, pas les pillages. Et d'ailleurs, samedi dernier, je suis allé le lendemain faire tout le boulevard Saint-Germain pour vérifier, pas une et le Monde l'a écrit d'ailleurs, pas une vitrine brisée. Tant que vous n'avez pas les bandes qui arrivent de banlieue, les gens qui sont là ne pillent pas. Ils sont dans les quartiers les plus riches de Paris. Là, il n'y a pas de policiers samedi dans la rue, c'était surprenant, pratiquement pas. Vous avez des boutiques qui sont ouvertes avec une richesse, chaque objet vaut quasiment un an de salaire des personnes qui manifestent. Il n'y a pas de vol. Alors mais inversement, il y a une accoutumance, et puis même dès le départ, en réalité, à une tolérance, on va dire, par rapport aux violences qui sont faites sur les symboles de l'État. Donc ça montre là aussi, dans un noyau dur peu représentatif, mais enfin apparemment ça se passe comme ça à Bordeaux, ça se passe comme ça un peu partout, vous avez un noyau dur qui est très déterminé et qui n'est pas désavoué par une bonne partie de la population. C'est là où on voit que la crise est d'une intensité et d'une originalité, à mon avis, radicale. Dernière chose que je voulais souligner, vous avez à travers ces mobilisations, ce que Madame Colosimo, je ne sais plus comment elle s'appelle, son prénom. Anastasia fait un billet pas mal sur France Culture, je ne sais pas si vous l'avez vu, où elle réactive la notion sartrienne, je crois, de groupe en fusion. Vous avez effectivement ce groupe qui se forme dans l'espace de la manifestation, mais plus généralement, on peut généraliser son propos. Vous avez les gens qui s'habituent à manifester ensemble, à être quand même réprimés, parce que je ne dis pas que c'est légitime, surtout dans une caméra, mais c'est tout à fait légitime, mais c'est une... Comment dirais-je mais de fait, les interpellations ont lieu. Je veux dire, il y a quand même 5000 interpellations, c'est pas que 5600 je crois aujourd'hui, c'est pas quelque chose de courant. Les gens sont prêts à le faire, à courir ce risque-là. Et vous avez cette espèce de groupe qui se constitue de gens très mobilisés, mais vous avez aussi le groupe, et quand je dis le groupe, c'est 60% des Français.
qui s'habituent à soutenir un mouvement en sachant qu'ils vont être diabolisés, qui parlent entre eux. Vous savez, bon, après, vous avez tout ça, enfin, le phénomène. Donc là, vous avez une montée peu à peu, vous avez une pédagogie du conflit, et puis ces gens-là, ils sont en train de leur arriver ce qui est arrivé à tous les partisans du non lors des différents référendums européens. Ils s'habituent à voir l'essentiel de la parole autorisée. C'était pas comme ça forcément au début, hein, mais désormais, les dénoncer. Et ils s'y habituent. C'est là le problème d'ailleurs de ce genre de choses, c'est que peu à peu les gens s'habituent. Et ils devraient rentrer à la maison, ils devraient dire c'est bon, maintenant ça suffit, ils ne le disent pas dans les sondages. Donc vous avez cette pédagogie du conflit, et ils s'habituent également à être détestés. Alors, c'est un livre que je cite souvent, vous savez, Les écrivains durant la Commune, de Paul Litsky, qui rappelle à quel point, ça m'avait beaucoup frappé, j'ai lu ça il y a 35 ans je crois, ça m'avait beaucoup frappé, pour moi un écrivain, c'était un mec humaniste, etc. Enfin bref, et à quel point les écrivains, notamment les écrivains dits progressistes de l'époque, étaient, enfin tout le monde d'ailleurs en réalité, étaient les Flaubert et compagnie, enfin qui n'étaient pas progressistes, oui, mais Georges Sand, tout cela, eh bien, n'ont aucune limite dans leur dénonciation de la Commune, après même qu'elle ait eu lieu, c'est-à-dire lors de la répression. Ce que raconte Georges Sand sur les femmes communardes est assez glaçant. Tout simplement, quand vous avez un groupe social dont l'existence sociale est menacée, là les valeurs volent en éclats. Donc, toujours est-il que là ils sont à dénoncer comme cela. Donc, Patrick Buisson le cite dans Valeurs Actuelles, Paul Litsky de cette semaine. Donc, vous voyez, toutes les passerelles sont innombrables dans tous les sens. Et ces gens-là s'habituent à être détestés, à être dénoncés. Et ils savent qu'ils les dénoncent, ils savent qu'ils les détestent. Donc le clivage social qui existait, à mon avis, dès le départ du mouvement, devient visible pour tous. Et ça croît, c'est-à-dire devient de plus en plus subjectif. Vous aviez effectivement une répartition qui n'est pas du tout aléatoire des opinions sur l'affaire des Gilets jaunes, et vous aviez une répartition de la mobilisation des Gilets jaunes et de l'opposition aux Gilets jaunes qui n'est pas du tout aléatoire. Mais ça devient maintenant visible pour tous. Et ça va culminer, bien entendu, lors de la journée du 27, qui est à mon avis une journée qui va être importante pour l'histoire sociale et politique du pays, l'histoire culturelle même, c'est que vous allez avoir la population qui va se réunir place de la République, ne va pas ressembler, on va dire ça gentiment, ne va pas ressembler à celle qui était aux Champs-Élysées lorsque j'y étais lors de l'acte 4. Ça sera deux mondes totalement opposés qui vont être visibles par tout le monde. C'est-à-dire que c'est un schéma non seulement pas uniquement de distribution sociale, de distribution par classe sociale, mais ça devient un schéma de lutte des classes. Il faut dire les choses comme elles sont, enfin, en tout cas tel que je les perçois. Et donc là, si vous voulez, les enchères montent en quelque sorte au cours de ce mouvement, et avec tous les risques de troubles civils que ça représente. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que dans la majorité, un certain nombre de personnes étaient défavorables à cette manifestation du 27. D'une part, c'est toujours mauvais pour un pouvoir de montrer qu'il doit mobiliser des partisans, et donc alors qu'en principe c'est le pouvoir de la République, des cours constitués, la légitimité démocratique, tout cela. Là, c'est quand même une forme d'aveu de faiblesse. Et puis surtout, ça peut... Les gens imaginent que ça va éteindre l'incendie comme ça l'avait plus ou moins éteint en mai 68. À mon avis, je suis pas sûr que c'était tout à fait le cas d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas, la mémoire collective, c'est ce qu'on nous raconte. Mais là, à mon avis, ça ne l'éteindra pas. Ça risque au contraire d'accentuer la détestation mutuelle de milieux sociaux. Et le problème, et j'en finirai par là pour les conclusions politiques, le problème c'est que le bloc élitaire est par définition un bloc minoritaire. C'est 24%, allez, 28% de soutien, en prenant les gens qui ont peur, des gens qui ont un réflexe républicain, vu ce qu'on leur raconte, c'est normal. Mais le bloc populaire, par définition, s'il se constituait en bloc, il serait un bloc qui serait... Voilà, la base de la société, c'est pyramidal, elle est plus large que le sommet, c'est normal. Donc vous avez... et or, qu'est-ce qui se produit ? Non seulement vous avez une communauté de détestation d'un côté, de détestation mutuelle, même Alain Duhamel le dit aujourd'hui sur BFM TV, je ne sais pas si vous l'avez vu, il dit la haine est générale. Et alors qu'on s'attendait plutôt à ce qu'il soit très sévère pour les Gilets jaunes et leur soutien, là il dit tout le monde déteste tout le monde. Et il renvoie tout le monde dos à dos, de la part d'Alain Duhamel, c'est très surprenant. Vous avez donc cette haine généralisée, vous avez cette pédagogie par le fait, et vous avez également la pédagogie par concrète, c'est-à-dire que dans les sondages, les sympathisants de la France Insoumise, du Rassemblement National et de Nicolas Dupont-Aignan se rassemblent, ils sont tous à 90% de soutien. Le Front National, le Rassemblement National si on préfère, était divisé sur les questions
sur les réformes sociales, vous savez, lors des conflits sociaux. Parce que là, c'est un problème de salariés et de patrons, en ce modo. Mais là, c'est un problème de taxes, tout le monde est concerné. Donc il y a plus de problème c'est un problème de revenus. Et c'est un problème de revenus, de bas revenus, et c'est pas un problème de position dans l'appareil productif. Donc vous avez le Front National est assez à l'aise, leur France Insoumise, malgré une bonne frange militante autour notamment de Clémentine Autain, etc., on sent bien que ces gens qui viennent du NPA, d'ensemble, tout ça, c'est pas leur cam, comme on dit, les gilets jaunes. Voilà, c'est l'alliance du quinoa et du diesel, ça fonctionne très mal. Donc là, on sent bien que ça pose problème. Mais l'électorat de la France Insoumise, qui ne ressemble pas à sa frange militante, lui, est véritablement mobilisé derrière les gilets jaunes. Et ces gens-là comprennent qu'ils sont mobilisés ensemble, derrière les mêmes personnes et contre les mêmes personnes. Ça, c'est quand même assez important. Sur les ronds-points, ce que l'on vous raconte, et sincèrement, à Paris, c'est quand même beaucoup de Rassemblement national, il y a très très peu de gens de gauche, si on fait attention. Il me semblerait que sur les ronds-points, les gens se mélangent et discutent entre eux. En tout cas, là où je suis allé en province, c'était le cas. Et les gens, peu à peu, le coup de la diabolisation, les méchants trotskistes d'un côté, les méchants fascistes de l'autre, ça, à l'épreuve du réel, ça se fissure. Et donc, si effectivement nous avons une crainte à avoir pour le bloc élitaire en place, eh bien, c'est justement que cela finisse par converger malgré les appareils et probablement par l'autodestruction de l'appareil, de ce qui tient lieu d'appareil de la France Insoumise. Je vais justement conclure, c'est absolument parfait. Voilà, donc c'est... Je voudrais juste finir sur le fait que par rapport à ce qu'était le macronisme, que finalement le mouvement actuel est bien le fils du macronisme, puisque cette réunification par le haut de la gauche et de la droite, eh bien, a aujourd'hui son pendant par une forme de réunification qui n'est pas aussi structurée mais qui est concrète de la gauche et de la droite à la base de la société, que donc le nouvel ordre démocratique qui me semblait apparaître eh bien, continue à s'imposer sur les vestiges de la gauche et de la droite, et qu'on rentre dans une, mais ça c'est pas un scoop, qu'on rentre dans une période effectivement qui est... il n'y a pas eu de stabilisation politique après l'arrivée de Macron, ça s'est pas fixé, et que ce mouvement qui a une existence à mon avis essentiellement sociologique et culturelle, ce mouvement des Gilets jaunes, est en train de provoquer des transformations politiques qui, alors je n'ai pas de jugement de valeur à porter dans ma profession, hein, mais qui est extrêmement, transformation politique extrêmement intéressante, qui converge avec tout ce qui se fait dans des groupes comme le vôtre, et de manière générale, c'est-à-dire, on voit bien que les auteurs aujourd'hui sont, et les gens qu'on rencontre dans certains groupes, eh bien, la porosité aujourd'hui est très grande, et qu'effectivement, ce qui est formidable, c'est qu'on rentre dans une période de création politique, à mon avis, extrêmement féconde, même si elle sera probablement assez douloureuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Raoul, qui organise nos débats, et d'ailleurs qui est marxiste, qui défend ici toujours un marxisme extrêmement orthodoxe, n'est pas là, donc je vais, à moins que quelqu'un veuille venir animer le débat, mais sinon je le fais. Donc je proclame que le débat est ouvert de toute façon. Le débat est ouvert, vous prenez la parole comme d'habitude, vous levez la main et posez votre question, faites votre critique. Je vous en prie. Juste une question Oui. sur les gilets jaunes. On a l'impression que ça fait un peu tache d'huile en Europe, hein, de différentes façons. C'est quand même aussi significatif. Je dirais d'une recomposition politique, c'est vraiment par le bas. Alors je suis très prudent, parce que j'ai déjà du mal à analyser, si vous voulez, les gilets jaunes, parce que on manque de données en France, et les études universitaires qui ont été tentées sont quand même assez faibles. Du coup, à me projeter au niveau européen, ça je ne pourrais pas. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on voit bien que la vague populiste, pour utiliser un terme, voilà, bon, on va dire ça comme ça par facilité, la vague populiste qui, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas aux frontières de la France. C'est-à-dire une des erreurs de Mélenchon, c'est que ce mouvement-là ne peut pas s'arrêter. Et qu'effectivement, je crois que c'est plutôt la traduction. Alors, j'ai vu que les Gilets jaunes étaient repris pour parler comme Chantal Mouffe, avec son jargon très particulier que j'apprécie peu. C'est un signifiant vide, etc. Bon, très bien, mais bon.
Bon, c'est repris comme ça. Quel sens ça a dans les pays où c'est repris? Sincèrement, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes est la traduction française de mouvements beaucoup plus avancés, un peu en Espagne, mais notamment en Italie. Moi, je m'intéresse toujours à ce qui se passe en Italie depuis toujours, d'ailleurs, parce que d'une part, parce que je parle un peu italien, et puis voilà. Mais l'Italie nous ressemble beaucoup. Alors, notre système électoral n'a rien à voir, malheureusement, donc les comparaisons ne sont pas très faciles. Mais culturellement, sincèrement, ce qui se passe dans la vie politique italienne me paraît plus annonciateur de choses et plus proche de nous que ce qui se passe en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple. Et c'est bien ce qui s'est passé en Italie avec la formation d'un bloc populaire, avec, alors, le mouvement 5 étoiles n'est pas la France insoumise et la Lega n'est pas le Rassemblement national, mais il y a quand même des points communs. Et vous avez, eh bien, l'inconcevable s'est produit. C'est-à-dire que quand même, il y a eu ce bloc essentiellement populaire, avec grosso modo le peuple du Sud et le peuple du Nord, représentés par chacune de ces parties, qui s'est unifié dans un gouvernement, qui est aujourd'hui un des gouvernements les plus populaires en Europe en plus. Donc vous avez quelque chose. Et en surmontant quoi? En surmontant le problème de l'immigration. Donc c'est assez frappant quand même. Et je crois que c'est plutôt ça qui nous rejoint. Et que il y a 6 mois, je répète en fait des choses que j'ai dit il y a 6 mois, etc. Sauf qu'il y a 6 mois, on me disait oui, mais ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer parce que vous avez les appareils, les cultures politiques, etc. C'est pas possible. Et de fait, quand on discutait avec les gens, c'était pas possible. Il y avait toujours les fascistes d'un côté, les trotskistes de l'autre, etc. Sauf que là, comme toujours, c'est la formation initiale qui reprend le dessus, mais c'est la fatigue. Mais vous avez donc comme souvent, il me semble que c'est ce qui... Enfin, moi, j'essaye de ne pas expliquer la politique par la politique, si vous voulez. Enfin, le politique par le politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même les forces sociales qui imposent leur agenda. Et là, vous avez, de fait, ce blocage institutionnel, politique, culturel, qui, à mon avis, est très largement ébranlé par un mouvement qui vient, une lame de fond. Les gens n'ont pas demandé l'autorisation, ils n'ont pas demandé un certificat de bien-pensance de gauche ou de droite. Et à un moment donné, ils ont un problème matériel et ils ont un sentiment d'impasse politique totale. Et justement, ça c'est un point très important. Ce mouvement, à mon avis, une des raisons fondamentales, c'est l'absence de débouchés politiques précis. Alors je vais faire un truc qui n'est pas bien du tout, je vais me citer, mais j'avais fait juste avant les législatives, je crois, ou dans l'entre-deux tours, un petit truc chez Apollonie TV, vous savez, Corée de l'Homme, qui m'avait interviewé, et je m'étais permis de dire il y a un risque à partir de l'élection de Macron, c'est que comme vous avez 4 oppositions qui sont irréconciliables, que vous n'avez pas donc la soupape qui est de dire bon, ça va peut-être prendre 3 ans ou 5 ans, mais notre tour reviendra. Et il n'y avait pas de perspective d'alternance, que le système est totalement bloqué. Moi, je vais dire, je vais raisonner sur l'exemple italien des années 60-70, sur l'exemple allemand de ces mêmes années, et plus généralement sur tous les pays démocratiques où vous n'avez pas de perspective d'alternance possible. Dans les cas, pour des raisons, là c'était géopolitique en Italie, c'était un peu différent en Allemagne, c'était pas très de ça, enfin, c'était là aussi l'alternance unique. Eh bien, vous avez à ce moment-là l'apparition d'une opposition extra-parlementaire. Ça a pris des formes particulières. Et ce que l'on vit est assez proche, me semble-t-il. Il faudrait que je creuse le sujet. De ce qu'on a appelé le mérampant en Italie. Ce qui se développe de 67 à 77. Et après de la période de l'autonomie italienne qui culmine à Bologne en 77. Et je ne vous parle pas des brigades rouges, etc. Mais je vous parle de toutes les formes de violence, de rue notamment, que connaît l'Italie dans cette période-là. Parce que vous n'avez pas de débouché politique. Vous avez une situation sociale qui est grave, qui est aggravé par le fait qu'il y a un pouvoir, c'est son droit, il a été élu pour ça, qui veut faire des réformes libérales qui sont ressenties, d'après les sondages, comme injustes et négatives. Aujourd'hui, plus de 60% des Français considèrent que les réformes se font contre leurs intérêts, à eux. Le sondage BVA, 62%, je crois. Et donc, ils ne peuvent pas les empêcher, ils ne voient même pas comment ils pourront les annuler dans 3 ans ou 4 ans. Il n'y a pas de perspective. Mais dans ce cas-là, que font les gens? Ils se prennent en main eux-mêmes. Et je pense que c'est, comme il n'y a pas d'offre syndicale, que les syndicats ont été écrasés, littéralement, enfin, les syndicats contestataires écrasés par Sarkozy, Valls, Macron. Donc ça c'est terminé. Et que quelque part c'est l'échec aussi de ces mouvements sociaux, l'impossibilité de ces oppositions à offrir la moindre perspective crédible de trucs. Ils ne sont pas jugés comme crédibles quand vous les regardez les sondages. Qui fait qu'à un moment donné, les gens ils sont confrontés à un problème de pouvoir d'achat qui leur paraît immédiat et angoissant, et bien ils se mobilisent. Enfin, voilà. Alors, oui, 1, 2, 3.
Oui, je vous en prie. Ouais, est-ce que vous avez des commentaires sur le grand débat national que veut lancer le pouvoir macronien et en question subsidiaire sur ce qui est arrivé à Mme Chantal Joanneau dans la dernière semaine? Il y a des événements, si vous voulez, où là, où l'esprit de l'analyste politique recule et voilà, se réfugie le plus loin possible. Comment il était concevable de nommer quelqu'un pour un débat qui allait porter sur le pouvoir d'achat, alors qu'on a découvert que les Français ont pris conscience de la situation réelle du pays. Les gens, c'est très intéressant d'ailleurs, qu'on a commencé à parler du salaire médian, on a commencé à parler de tout cela, ces mouvements comme en 36, comme tout cela, où les gens discutent, ou 95 aussi, discutent, le truc. Comment vous pouvez nommer quelqu'un qui gagne près de 15 000 euros par mois? C'est pas... C'est assez, mais c'est même intéressant parce que on peut dire c'est une mauvaise communication. Bah oui, évidemment, c'est une mauvaise communication. Mais ça veut dire aussi que on voudrait décrire l'isolement social et intellectuel d'un milieu dirigeant, on l'aurait pas fait autrement. Comment ça a pu être conçu? De la même manière, comment est-ce M. Griveaux peut tenir parfois des propos assez totalement ahurissants et qui sont plus la veille des manifestations. Il lance à la population française des appels à manifester contre lui. C'est tout à fait surprenant. Et là, mais ça prouve, il y a pas mal de gens qui ont écrit là-dessus. C'est surtout cet isolement total. Alors après, le commentaire que je faisais, alors beaucoup de gens font des comparaisons avec les états généraux, etc. Je vais vous épargner ça, mais c'est quand même dangereux de maintenir une situation, et même d'entretenir une situation de politisation dans les villages de France, dans les communes, etc., enfin partout, sans lui offrir là aussi de débouchés crédibles. Comment vous pouvez dire, on va vous donner la parole, et en même temps, ça ne peut pas passer. En disant, le sujet qui vous intéresse vraiment, je vous rassure, de toute façon, sur les sujets économiques et sociaux, la décision est prise. De toute façon, on ne peut pas le faire autrement, c'est ce qu'il faut faire, c'est nécessaire. Puis même si on voulait faire autrement, de toute façon, on ne pourrait pas le faire parce qu'on est endetté, parce qu'il y a l'Europe, etc. D'accord? Donc le sujet qui vous intéresse, pouvoir d'achat, il y a un sondage aujourd'hui encore là-dessus. Pouvoir d'achat et... quel autre sujet? C'est un autre... Fiscalité. Ouais. Fiscalité, voilà, pouvoir d'achat et fiscalité. Les deux sujets qui apparaissent en tête du sondage Elab. Bon, ça, on ne peut pas en parler, la décision est prise. Bon, d'accord. Après, il y a des sujets qui vous intéressent beaucoup, le référendum sur l'Europe, l'immigration. Ah non, ça, on pourra pas, parce que ça, c'est pas bien, c'est pas légal, il y a la Commission européenne des droits de l'homme, je sais pas quoi. Ça, c'est hors champ. Ah d'accord. Bon, on va parler du nombre de parlementaires, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Là, vous créez les conditions à la fois de la politisation et de sa frustration. Moi, ça me paraît... peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ça puisse jouer même le rôle de soupape. Au contraire. Donc là aussi, on peut s'amuser à des comparaisons en 88-89, mais c'est assez... 1700, donc. Mais c'est assez troublant. Alors, Philippe, et ensuite... Oui, Philippe, je t'en prie. Oui. Je rappelle d'ailleurs que 88-89, comme vous le savez, tout ça, c'est quand même un problème fiscal et un problème de dette publique, accessoirement. Comme d'ailleurs toutes les révolutions. Les révolutions, il y a toujours deux ingrédients qui sont nécessaires, en dehors de tout ce qu'on raconte, c'est le problème fiscal et le problème national. Et soyez attentifs, j'ai été très frappé par la dimension patriotique que prenaient les formes de la manifestation. La Marseillaise, le drapeau français. C'est curieux. Philippe, donc. Oui, vous avez fait un petit tour d'Europe. Vous avez très brièvement évoqué l'Espagne. La situation est en train d'évoluer en Espagne. Avec les élections en Andalousie, l'émergence d'un parti d'extrême droite qui mord sérieusement sur l'électorat de droite, notamment. Oui. Donc, la situation est en train d'évoluer en Espagne, non? Probablement, je ne suis pas un spécialiste sincèrement. En Italie, je peux en parler un tout petit peu. L'Espagne, je me suis intéressé, mais je ne parle pas espagnol déjà. Mais ça m'a beaucoup intéressé de voir Vox effectivement en Andalousie, alors que nous on souffre historiquement d'avoir une offre à droite qui était assez modérée en réalité. Je crois qu'on souffre, en tout cas, une des raisons, un des problèmes de la France, c'est que la gauche était de moins en moins à gauche, mais en fait, on n'a pas réalisé que la droite était aussi de moins en moins à droite, par bien des aspects. En Italie, ça va, quoi. Avec le Parti populaire, en principe, ils étaient servis. Ben, on voit bien que l'immigration est un sujet suffisant pour provoquer une offre qui soit à droite d'un parti qui coche quand même pas mal de cases là-dessus. Donc, moi, c'est tout ce que j'en ai à dire. Ça prouve, moi, ce qui m'a intéressé, ce que je m'étais comme, y compris avec des amis communs, j'ai regardé un peu ce qu'ils ont beaucoup écrit sur Podemos,
et Jean-Luc Vanselev notamment. Moi, j'avais beaucoup appris comme ça en lisant leurs articles, etc., sur Podemos. Moi, ça m'intéressait. En plus, c'est même des nouvelles formes politiques. À l'époque, ça intéressait tout le monde. On voit que ça ne marche pas vraiment. Parce qu'à un moment donné, c'est comme la France insoumise. Ça bute. Comme ça ne veut pas prendre en charge des attentes prioritaires de la population, notamment en matière d'immigration, eh bien, à un moment, ça bute. Et que du coup, à la fin, Podemos redevient, d'ailleurs, de manière spectaculaire, c'est une involution politique. Ils redeviennent, ils font marche arrière vers la social-démocratie, en réalité. Et dans un moment donné où la social-démocratie ne marche plus, comme système redistributif en Europe. Donc, oui, il y a des points de comparaison, ça je sais, mais je ne sais pas. La question de ce qui n'existait pas, une extrême droite. Oui, alors il y a une grande différence, oui. Je voudrais souligner ça quand même. Alors, je sais pas, j'imagine que vous aimez bien toute la dimension régionale, la décentralisation, etc. Je sais pas, peut-être. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que nos rois et notre République ont bien travaillé, c'est-à-dire que ce qui est frappant en France, alors, il y a plein d'adeptes de la décentralisation, puis il y a plein de gens qui veulent à tout prix faire qui, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, veulent dire il nous faut encore davantage de centralisation, etc. Moi, je suis très sceptique là-dessus, parce que s'il y a bien une chose qui me frappe dans les études d'opinion, et j'en ai quelques-unes, c'est l'incroyable homogénéité de la France. À part des régions très particulières comme l'Alsace, la Corse, le Pays Basque, sans doute, l'homogénéisation des représentations, telles que je les vois en tant que sondeur, en tout cas, puis aussi en tant que provincial au départ, sont incroyablement homogènes. Moi, je viens de Nice, bon, sincèrement, à Nice, oui, il fait plus beau qu'à Paris, mais enfin, grosso modo, c'est pareil. Les représentations sont... Donc, vous avez effectivement des... Je fais une petite digression, et moi, ça m'amuse beaucoup, qui vient de province, de voir maintenant, partout où je suis en province, notamment en Occitanie, enfin, ce qu'on pourrait appeler l'Occitanie, etc., ou le comté de Nice, vous avez maintenant partout des plaques en provençal, etc. Donc, les touristes belges ou flamands ou suédois sont ravis, puis ils s'imaginent qu'il y a une population et personne ne sait ce que c'est. C'est un truc. Et donc, non, je dis ça, c'est très important parce qu'on est un pays, ça fait partie des rares choses, enfin, c'est un atout que l'on conserve en France, qui est très important. C'est qu'on n'est pas menacé d'éclatement. On est menacé par bien des choses, mais globalement, à part peut-être la situation corse, qui est un peu particulière, pour le reste, on n'a pas ce problème existentiel qu'a l'Espagne. Avec la Catalogne, qui joue quand même aussi dans les votes, hein, avec le pays, tout ça. Nous, le problème que peut éventuellement avoir un tout petit peu l'Italie, il me semblerait que nous, on n'a pas ce problème-là. Ce qui fait d'ailleurs que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, se répartit sur le territoire de manière très profonde, avec malheureusement, et moi, à titre personnel, c'est un sujet qui évidemment m'inquiète beaucoup, le fait que très probablement les zones de forte immigration, notamment maghrébines, sont des zones où il y a peu de mobilisation des Gilets jaunes. C'est très troublant, hein, si vous regardez la carte de mobilisation, la banlieue lyonnaise, que je connais un petit peu, Marseille, que je connais très bien, tout cela, vous avez, et de fait, vous avez parmi les Gilets jaunes que j'ai pu rencontrer, ils votent très largement au Rassemblement national. Ils vous parlent très peu d'immigration, ce n'est pas leur sujet du jour. Mais de fait, vous avez quand même très peu de gens d'origine immigrée dans les mobilisations. Alors, c'est vrai sur quasiment tous les rassemblements politiques aujourd'hui. Mais quand même. Et vous avez une forme de séparatisme qui est en train, de fait, je ne dis pas que c'est la faute des immigrés, enfin, je ne parle pas des propos polémiques, mais de fait, quand vous regardez les meetings politiques, moi parfois je suis invité aussi à me prendre la parole, vous avez rarement, enfin vous avez des auditoires qui sont très homogènes. Paradoxalement, là où vous avez les auditoires les plus homogènes, c'est dans la gauche pro-migrant. C'est-à-dire que vous allez, si vous voulez voir, enfin bref, mais si vous regardez les vidéos des amphis de la France Insoumise à Marseille, on est en plein cœur de Marseille, en plein été, je ne sais pas si vous connaissez Marseille en plein été, alors là, vous avez l'impression d'être en Alabama, si vous voulez, à la grande époque. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment, c'est ahurissant. Mais ce qui est moins drôle, si vous voulez, c'est que vous avez cette unification géographique qui est bien réelle, donc, Richelieu, tout ça, ça a bien fonctionné, mais vous avez ce séparatisme qui, lui, à mon avis, alors personne n'a tellement envie d'en parler, et moi-même, bon, je suis très prudent, mais que les Gilets jaunes semblent confirmer. Flavie, si... Oui. Oui, j'ai deux petites remarques, j'en ai une en plus là parce qu'on dit beaucoup que l'immigration, par exemple, est le premier sujet, et en même temps, là, vous dites que c'est pas la première chose dont il parle. Donc, oui. C'est un petit peu contradictoire. Non. Non. Ils sont pas là pour ça.
Ils sont pas là pour ça. C'est un mouvement social. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mouvement social. Ils sont là pour le pouvoir d'achat, pour l'affirmation patriotique, etc. Ils sont pas là. Ils m'ont parlé un tout petit peu du parc de Marrakech, mais enfin, parce que c'était juste après. Puis bon, c'est des réseaux. Ils sont venus souvent ensemble en bus, etc. Donc souvent, ils ont discuté. Et c'est des réseaux très. C'est des électeurs du Rassemblement national qui viennent de petites villes de Picardie, enfin des zones. C'est le FN du Nord, quoi, grosso modo. Vous voyez. Mais c'est assez logique. Mais pour eux, ça n'est pas question. Bon, pour moi, c'est Marine Le Pen qui a raison. Voilà, c'est tout. Y compris d'ailleurs des gens, j'ai des photos d'ailleurs, y compris des gens eux-mêmes issus d'immigration. Il y en avait quelques-uns qui aussi avaient voté Front National, comme ça se produit. Mais eux, leur problème est à l'espèce, c'est un problème économique. C'est un problème économique, un problème fiscal, etc. Donc ils ne veulent plus d'immigration. Mais c'est toujours pareil. Hein, on est un pays. Alors, dire ça, vous fait toujours passer pour un sale bonhomme. Et il faut regarder les sondages de la CNCDH, et pourtant qui sont faits pour des institutions, des associations qui ont un besoin presque vital de réaffirmer en permanence que le racisme, etc., les préjugés de toutes sortes sont en progression en France. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui sont contre l'immigration ne sont pas forcément contre les immigrés. C'est d'ailleurs le grand changement par rapport à ce qu'a été à une époque le Front National. Le Front National que j'ai connu à Nice dans les années 80 était contre les immigrés. Le Front National, le Rassemblement national aujourd'hui, est pour l'essentiel contre l'immigration. C'est pas pareil. Et les gens le font très bien. Les gens ne veulent pas la guerre civile. Il y a une préoccupation fondamentale en France. J'ai retrouvé ça, ça m'a toujours paru évident. J'ai retrouvé ça chez Michéa, qui m'a beaucoup plu. Il y a une préoccupation en France qui vient des guerres de religion, tout cela. Les gens ont très peur de la guerre civile. Ils ont raison. D'ailleurs, c'est quand même le pire des mots que puisse connaître un pays. Et à une époque, le Front National apparaissait comme un facteur de guerre civile. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est le contraire. Donc, c'est le contraire. C'est pas joué, disons. C'est pas joué. Donc, ils n'ont pas envie d'en faire un sujet de truc. Ils ont envie que ça s'arrête parce que, mais voilà. Mais ce qui est plus dangereux, c'est pas les préjugés que les gens expriment, c'est le fait que, de fait, enfin, à mes yeux, c'est beaucoup moins les préjugés qui sont exprimés par les uns ou par les autres, les uns contre les autres, que les faits qu'ils ne sont plus ensemble quand il s'agit de se mobiliser. Il y a plein de choses qui, semble-t-il, ne les concernent plus. C'était très frappant. J'avais observé la manifestation, la marée humaine, là, qui n'était pas vraiment une marée humaine, de Jean-Luc Mélenchon, qui en plus partait de la gare Saint-Lazare, tout cela. C'était ahurissant. Hein. C'était ahurissant. Vous avez effectivement des populations qui se jouxtaient physiquement, mais qui étaient désormais dans deux univers différents. Et on aurait tendance à, non, par rapport aux questions posées sur la différence gauche-droite, vous dites que finalement il y a très peu de différence. Quand on pose des questions, qu'est-ce qui différencie la gauche à la droite? Alors on aurait tendance à penser que c'est l'immigration, mais moi j'ai l'impression que même dans la bourgeoisie, dans le bloc bourgeois, on parlait de droite, c'est pas tant un sujet que ça non plus. C'est beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que je peux constater, c'est que déjà il y a une volonté de faire cool aussi. Il y a déjà aussi une volonté de paraître progressiste, même dans la droite plus traditionnelle. Et l'aspect culturel est moins important que le portefeuille, pour faire bref. Oui. Ça aussi, c'est un changement assez récent. Dans le conflit des valeurs, il faut bien reconnaître que dans le terme est polysémique, on va dire. Donc, les valeurs mobilières et immobilières sont souvent plus importantes que les valeurs morales. Il suffit de regarder d'ailleurs des organes de presse qui d'ailleurs empruntent aussi cette dénomination. Pardon. Oui, alors là c'était, mais je pense qu'il y en a quelques-uns ici à partager ça. Moi j'ai vraiment une révélation. C'est aussi pour ça que j'ai écrit mon petit bouquin, c'est que j'avais cet aspect de réalignement social, etc. Mais il me manquait un peu le schéma. Je ne dirais pas philosophique, je ne suis pas du tout philosophe, mais intellectuel, conceptuel. Et ce qui m'a favorisé, c'est une façon de vous répondre, ce qui m'a beaucoup facilité le travail, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, tout à fait fortuitement, alors je l'écrivais depuis longtemps, Jean-Claude Michéa. Et comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est un peu toujours le même bouquin, etc. Mais moi ce qui m'a frappé en lisant Jean-Claude Michéa, c'est que j'avais l'impression que mes idées m'étaient révélées à moi-même, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un coup, je me disais, ah mais oui, mais donc toute cette espèce de nuage de points que j'avais dans le cerveau commence à prendre une forme. Et en fait, j'ai pas tort, parce qu'en fait, lui montre la généalogie de tout cela. Après, il y a plein de choses qui sont contestables, mais là, le caractère, effectivement, tout à fait réconciliable, et même sans doute complémentaire, intrinsèquement, du libéralisme culturel et du libéralisme économique. Moi, je viens d'un milieu de gauche au départ, d'enseignement, l'éducation nationale, donc j'ai tous les
Bref, je ne vais pas faire ma biographie surtout dans les caméras, mais si vous voulez, voilà, ce dont je me moque maintenant, je l'ai bien connu et je l'ai même bien pratiqué, si vous voulez. Donc la diabolisation, les trucs, enfin bref. Et là, on voit, et puis peu à peu, quand même, le réel, si vous voulez, au fil des temps, etc., je me dis, mais c'est pas possible. Et là, on voit bien que cette convergence des deux libéralismes est incarnée en la personne même d'Emmanuel Macron. En réalité, ça commençait déjà avec Sarkozy, si on faisait attention. Mais contre ce qu'il disait, contre son discours, c'est bien tout le malheur de Patrick Buisson, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, bon. Mais après, c'est Macron, c'est Cohn-Bendit, c'est tout cela. C'est la mue définitive, si vous voulez, des 68 heures médiatiques, en tout cas, pas des vrais 68 heures, qui, effectivement, apparaît avec le macronisme. Qui n'est pas, c'est là où d'ailleurs je pensais que Mélenchon se trompait complètement, qui n'est pas du tout la réincarnation de la droite sous une autre forme. Non, c'est un produit synthétique. Alors après, tous les Christopher Larche, tous les Pasolini du monde, etc. Une fois qu'on lit Michel, on lit après les 5 autres, grosso modo. Et puis, vous rencontrez des petits, des jeunes ici, mais vous rencontrez des jeunes qui vous citent les 3. Ils commencent à en citer un, vous savez que derrière il y a les 5 qui vont arriver, 5 ou 6 là, parce que c'est la vérité du moment. Ces gens-là ont écrit il y a très longtemps, mais c'était plus ou moins polémique, etc. Là, c'est la vérité du moment. C'est magnifique à voir. Par contre, il y a un truc qui n'est pas dans les dimensions du libéralisme. Il y a le libéralisme économique et culturel. C'est-à-dire, selon les épisodes historiques, c'est contestable. C'est pas toujours vrai. Mais enfin, là, on voit bien que ça peut être très complémentaire. Et que ça correspond, à mon avis, au stade de développement où nous sommes. Par contre, le troisième libéralisme n'est pas du tout nécessaire, le libéralisme politique. Et Cantus Perber, vous savez, la philosophe Cantus Perber, auquel je suis pas toujours d'accord, très tôt a dit ça sur le macronisme. Elle a effectivement dit qu'il manquait quand même dans ce livre. Elle, c'est la philosophe libérale par excellence. Elle a trouvé que c'était un peu court au niveau du libéralisme politique. Et elle écrivait ça il y a 1 an. J'imagine qu'elle n'a pas dû changer trop d'idées depuis sa dernière semaine, mais voilà, c'est pas. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire. Et même les grands, c'est là où la situation est inquiétante, c'est que les grandes transformations libérales des pays, souvent, c'est la théorie de Naomi Klein, vous savez, dans la stratégie du choc, je crois. Non seulement n'ont pas besoin de libéralisme politique, mais même s'en défient. Pourquoi ? Enfin, je vous suggère cette piste de réflexion. Quand vous devez opérer un transfert de propriété massif dans un pays, vous le faites toujours par la coercition étatique. Quand vous faites la sécurité sociale, etc., c'est aussi parce qu'on est en 1945 et que les mecs ont des armes. Enfin, grosso modo, il y a des choses qui sont plus possibles. Et qu'il faut quand même que les milices patriotiques, comme on disait à l'époque, rentrent chez elles, etc. À un moment donné, quand vous voulez vraiment faire un transfert de propriété, vous allez brûler les châteaux, ou vous sortez les pistolets, c'est des trucs à la russe, quoi. Vous n'avez pas le choix, en réalité. Ou, quand vous ne le faites pas concrètement, vous le faites, c'est virtuel. C'est la situation de 1945. Vous avez l'armée rouge qui n'est pas bien loin, vous avez tout cela. Là, vous êtes obligé, vous pouvez le faire. Mais quand vous devez faire le contraire, et que le transfert de propriété, quand vous devrez rendre public et collectif des biens privés, il faut la coercition, ça tout le monde le dit, c'est le goulag, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand vous devez faire l'inverse, et transférer la propriété collective vers des intérêts privés, et là, je ne vais pas citer des exemples qui me feraient du tort ensuite, mais vous avez besoin d'une coercition très forte. Et comme vous n'avez pas de majorité actuellement pour ça, vous êtes obligé de faire une coercition très forte. Donc c'est là où moi je trouve la situation assez affolante. C'est que vous avez un bloc minoritaire qui a un projet vraiment très déterminé, très radical, de transfert de propriété et de transformation du pays. Mais c'est pas le mot, on peut dire, de réforme libérale. Bon, c'est sympa, libéral, moi je suis plutôt libéral. Enfin, moi j'ai rien contre le libéralisme. Enfin, en soi, on préfère la liberté à l'absence de liberté, quoi. Mais là, c'est un transfert de propriété. Il faut bien comprendre. Quand vous privatisez les barrages hydroélectriques, alors que bon, la concurrence, elle s'exerce assez peu, quoi. Les rivières ne vont pas choisir les barrages qu'elles vont préférer. Donc, quand vous faites des transferts aussi évidents que cela, eh bien, vous transférez de la propriété, encore une fois, collective. Quand vous transformez la SNCF et toutes les grandes sociétés qui ont coûté très cher au public, quand vous les transformez en sociétés privées, là, vous avez une dépossession. Et un transfert, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que la transition en URSS se passe encore, ça peut tourner à la guerre, mais pourquoi est-ce que les crimes
le transfert des années 90 en URSS, en Russie, du coup, c'était pas la fête, parce que vous avez un transfert énorme à faire. Donc là, vous avez besoin de la violence. Et donc le problème, c'est que là, ça se passait pas trop mal, sauf que quand même qu'il y a un blocage, les enchères, y compris sécuritaires, montent à toute vitesse. Et c'est là où je trouve que la situation que l'on vit ces jours-ci est une situation inquiétante. Chers amis, il faut qu'on s'arrête vraiment. Il y a une question, Remercions. une dernière question. Quoi. Voilà. Non, mais je sais pas, enfin, c'est pas... Une minute, hein, chacun. C'est justement parce qu'on parlait de Jean-Pierre Jouyet tout à l'heure, donc du fait que c'était pas seulement la qualité de Jouyet qu'il avait choisi. Donc c'est bien la haute administration qui aussi. Je ne dis pas que Jouyet a choisi, mais Jouyet incarne ce milieu à la rencontre de la haute finance et de la haute administration. Qui a choisi le libéralisme, l'ultralibéralisme politique à Bercy depuis des décennies. Donc quand on dit, c'est pas seulement les choix politiques, etc., c'est aussi la haute administration dont on parle d'ailleurs, modulée dans la caste, c'est très bien ça. Et Jouyet, il est une incarnation de ça. Donc c'est la haute administration qui a choisi Macron aussi. C'est une autre administration qui, par le gré notamment du pantouflage, aujourd'hui est en osmose totale avec un certain univers économique. Comme jamais depuis l'entre-deux-guerres. Chers amis, on reprendra ce débat. En tout cas, merci. Simplement,